collaborating already across Canada, one in Alberta, one in Dalhousie. Tell us what you're doing. Here we go. Okay, good morning everybody. So we're going to be talking about some work that we've been doing in the clinical space in quality improvement and collaboration. I want to just firstly thank Rachel, who's all the way here from the UK, because we have been working very closely with her team with the Centre for Sustainable Healthcare. Has quality improvement framework. So Alberta has the AIW framework, which you sort of see where it says define opportunity, build understanding. And the SUSQI framework, developed from the centre, delivers the best possible health outcomes with minimal financial and environmental costs while actually adding a positive social value. So we wanted to embed sustainability into quality improvement, which is right across the whole province of Alberta. And what the great thing about this framework is it's just embedded on top of the existing framework. So we're using existing structures in place to actually embed this quality improvement framework. Why this matters is that we know that clinical operations is the largest part of the admissions for healthcare, and QI is already embedded, so it's integration and it wasn't seen as extra work, and it of course aligns with patient safety, efficiency and stewardship. Now I'm going to talk just a little bit about sort of the local collaboration that actually took place. We definitely had to involve many different key partners, so executive partners, so operational leadership. This started as very local initiative within our one hospital, which was South Health Campus, and then when it spread beyond South Health Campus, it moved over to the Calgary zone. We had frontline workers involved, clinical departments. We needed to ensure that we had QI leadership and local QI consultants. We had to have the Office of Sustainability and Energy Management because they did a lot of our carbon, sort of supporting our carbon footprinting. Infection prevention control, you always have to have infection prevention control involved in all of your projects. Pharmacy, supply chain and procurement office, and of course the wonderful centre and their resources. And then how we sort of collaborated, it started off with just myself being trained, a quality improvement consultant being trained, and us starting to retro embed a lot of the SUSQI framework into our existing projects. And then we kicked off with our first ever green team competition at South Health Campus, and then that sort of rolled out into this was the first international green team competition I think we actually had. And then we went on to co-development of projects in a coaching model while continuing to embed this into existing QI structures. And you can see one of the sort of examples of the projects that we led that looked at COVID and reducing isolation. The successes from this was a frontline-led engagement, and I will be talking about that at the closing session. There was credible framing. We sort of showed this as operational efficiency, fiscal responsibility, and sort of patient safety. It was spread beyond a single site, so started with one site, and then we created those collaborations, made the case, and then we went on to develop a spread and scale across the actual Calgary zone. It was a catalyst for a full strategy and brought a spotlight on this whole low-carbon resilient healthcare systems, and it was a tangible framework. I think the challenges for us were competing priorities, and our current restructuring that Alberta is dealing with, which is really intense right now. Data measurements were a limitation for us because we didn't have the infrastructure for that, and of course we lacked resources and funding. So really, how do we spread and scale this beyond local innovation into more national? So I'm going to hand it over to Nava. Hi, everyone. 1 minute. Okay. I'm going to take this minute, though, just to understand who's in the room. Can you put your hand up if you're frontline in a hospital? Okay. Who's in the community? Okay. Industry? Okay. Who is everyone? All right. Hopefully this is still relevant for all of you in the room. So this is our vision for a sustainable Canadian healthcare system. As we all know, acute care is the main polluter of the healthcare system, and ironically contributing to poor public and planetary health. So this is a massive collaboration that we're coming together for SUSQI Canada.
We have the Canadian Coalition of Green Healthcare partnering with the Centre for Sustainable Healthcare out of the UK. Thank you so much, Rachel, for showing your partnership by showing up here. The SUSQI Academy that's run through the Centre for Sustainable Healthcare is going to be part of our backbone, like the centre part of our backbone. We also have Accreditation Canada and our data partner, which is the Gemini Vital platform, probably coming to a province near you, if not already there. And the Earth Initiative that's been started by one of my colleagues, Owen Luo, which is empowering residents and medical trainees in doing quality improvement towards sustainability. So how do we power a sustainable health system for Canada? This is our strategy in a slide. So right now, we all know we have these fragmented systems, we have limited resources, we don't have standardized metrics. So what we're going to do is we're going to leverage the existing structures, such as Gemini, such as the reach that the coalition already has. We want this cross-sector collaboration to come together. And this is our vision, our solution is to have SUSQI methodology that's kind of ingrained throughout the fabric of QI that's occurring throughout healthcare. We're going to have decisions that are driven by easily accessible open source data. You're not going to have to pay for this to understand the impacts of your work. And we're training the future leaders. So I have a call to action for you. We don't need new systems, we need to adapt the ones that we already trust. So think about what systems you already trust that you can adapt to be more sustainable. Perfect. Thank you very much, Nava and Bhavini. Patricia. So Patricia is the head of the Quebec Association of Physicians for the Environment, and going to talk to us about éco-propulsion. Propulsion. Thank you so much. Bonjour tout le monde. Merci. Thank you everyone to have come in person because we met in meetings before. Donc, je suis la responsable de l'ACME, donc l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, qui fait partie de l'Association canadienne pour l'environnement. Can I just go in there for? Yeah, just use this one. Okay. Alors, l'association a des rencontres mensuelles tous les mois, mais rapidement, en 2023, mon poste a été créé comme coordonnatrice d'abord en 2022, puis rapidement, dans les rencontres mensuelles, il y avait beaucoup de membres qui parlaient de leur milieu, puis de comment diminuer l'empreinte, ce qui a fait que notre présidente a dit on va passer une autre liste par laquelle les gens vont discuter. Rapidement, cette liste-là est devenue vraiment hors de contrôle. Alors, on a décidé de faire une deuxième rencontre mensuelle qui a lieu tous les troisième mercredis du mois en après-midi. Donc, des fois, on a en fait, je vous amène déjà là, mais on a en fait une grande quantité de personnes qui nous suivent. On a à peu près un espèce de noyau de 10 à 20 personnes qui viennent à tous les troisièmes mercredis et qui ne sont pas nécessairement libérées pour ça. Donc, des fois, c'est bon, je vais vous écouter, mais si on m'appelle en salle d'opération, il faut que j'y aille. Des fois, c'est dans toutes sortes de conditions aussi. Des fois, même, j'imagine qu'ils se cachent un petit peu mais c'est un enjeu de faire reconnaître leur implication. Et puis, depuis 2025, en fait, cette communauté-là, elle est très dynamique par le fait des membres. Et depuis 2025, on est financé pour 3 ans par le plan pour une économie verte 2030 du gouvernement du Québec et aussi par la Fondation familiale Trottier pour faire notre travail. Et notre travail, en fait, c'est de favoriser l'échange, l'entraide, le partage des initiatives, parce que trop souvent, n'est-ce pas, on parle du salaire des médecins, on parle des listes d'attente dans les médecins, mais il y a beaucoup de gens, encore tout à l'heure pendant la pause, il y avait quelqu'un qui me disait « Ah, vous faites ça, puis est-ce que vous saviez que dans les laboratoires cliniques, il se fait ça? On ne savait pas, venez nous rejoindre. » Et justement, c'est de faire grandir, premièrement, le nombre d'éco-CMDP-SF. Donc, tous les établissements du Québec ont un conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes, mais tout le monde n'a pas un éco-CMDP-SF, c'est-à-dire un comité qui est centré justement sur les soins écologiques, sur la décarbonation du système de santé québécois dans la prise de décision.
Mais ce qu'on a découvert l'été dernier par une analyse de besoins qu'on a fait, c'est qu'il y a beaucoup d'établissements qui ont des CDD, des comités de développement durable. Et l'année dernière, justement, il y avait le réseau d'action pour la santé durable qui avait un comité pour un système de santé durable qui rejoint Propulsion Éco-Soins. Donc désormais, on a toutes sortes de gens qui sont dans ces 173 membres-là. Il y a des cliniciens au premier chef, beaucoup de médecins. Il y a des pharmaciens aussi. D'ailleurs, la nouvelle vice-présidence depuis un an à l'ACME, c'est une pharmacienne de Sainte-Justine. Il y a des agents de développement durable. Et donc, c'est un endroit où est-ce que souvent, avec ma collaboratrice Sarah Machan de Cascade, on a le défi de partir la discussion, mais ensuite de ça, ça ne se fait pas tout seul, là, mais c'est beaucoup par les gens qui ont faim de se donner des trucs, comment on fait pour venir à bout de certains obstacles, comment on fait pour aussi faire connaître, par exemple, par nos PDG, ce qu'on fait. Le grand défi à travers tout ça, c'est de réduire les GES et de favoriser l'adaptation. L'adaptation sans l'atténuation, on sait que c'est comme marcher sur place et c'est pas là où est-ce qu'on doit aller. C'est aussi, ce que je répète souvent en communauté pratique, c'est qu'il faut aussi faire valoir l'argument économique et l'argument pour faire comprendre, parce que souvent, ce que les membres nous disent, c'est « Ah, moi, je fais plein de choses dans mon établissement, on me dit c'est super, mais j'ai pas d'argent pour ça. » Mais souvent, par contre, ceux qui ont la tête dure, et il y en a plusieurs, et je suis vraiment fière aujourd'hui qu'il y ait plusieurs membres de l'ACME et de Propulsion Éco-Soins qui participent à des panels, fassent des présentations. On a un atelier de formation justement par 2 médecins cet après-midi à 4h moins quart qui nous parlent justement d'initiatives dans leur milieu. Et c'est de faire valoir et de faire réaliser à des gestionnaires qu'il y a des économies d'échelle, il y a des économies de gaz à effet de serre, mais aussi des économies d'échelle en argent sonnant. L'idée aussi de Propulsion, c'est de soigner sans nuire, c'est aussi d'aider tout le monde à briser son isolement, pour que tout le monde arrête de se sentir comme moi, je suis le zélé de l'hôpital qui a un post-it zélé écologique, pour me rendre compte qu'il y a plein de gens, dans le fond, et c'est la diversité dans notre communauté, où est-ce que tous les gens, dans toute leur diversité et leurs initiatives, se rencontrent. L'année dernière, justement, on a mené une initiative qui est vraiment venue des médecins. Ça a été un défi de la fermer, mais on a fait une sortie publique qui accompagnait une lettre au ministère puis à Santé Québec pour dire que le virage écologique du ministère de la Santé nous inquiétait. Et cette année, en fait, en complément des rencontres, le S est malheureusement caché par la photo, mais on a le bonheur aussi de lancer notre plateforme virtuelle par laquelle vous pouvez voir notre kiosque à l'entrée. Donc, propulsionécosoins.com, c'est un endroit où est-ce que les membres de notre communauté pratique, ceux et celles qui voudront le devenir aussi, peuvent aller s'informer, s'outiller, mais aussi nous écrire pour contribuer à nourrir cette plateforme-là. Mais elle sert aussi à faire connaître aux décideurs, au grand public et aux médias tout ce que les médecins font déjà. Et je vous avoue aussi que c'est aussi pour pousser dans le dos de nos décideurs pour dire, vous savez, c'est déjà en marche, on y est, on va propulser les éco-soins et ça n'arrêtera pas. Alors voilà, c'est tout. Merci. Thank you very much, Patricia. Sarah. Yeah, Sarah, come. So Sarah is the lead for innovation for Quebec from Cascades. Okay. Thank you very much, and apology in advance for the English-speaking colleagues here. I will be presenting in French, and French is a bit lengthier, so I will be speaking fast. There's translation. Does anybody need a headset? I've got one. Please. Alors bonjour, Sarah Machan, responsable de l'innovation pour le Québec pour Cascade. Je vais vous parler un petit peu du réseau pan-canadien de réponse du système de santé au changement climatique. Qu'est-ce que c'est? C'est la suite de 5 ans de collaboration
grâce au financement, entre autres, de l'Environnement Changement Climatique Canada, pour le Québec, la Fondation Familiale Trottier. C'est 5 ans de fondation, de contribution, de collaboration, beaucoup de temps et d'énergie de la part des personnes avec qui on a travaillé. Et ça a été lancé en novembre 2025. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un regroupement d'organisations, d'établissements de santé qui mènent des initiatives en développement durable, santé planétaire, décarbonation, appelez ça comme vous voulez, lutte climatique, qui se mettent ensemble pour renforcer un peu la capacité du système de santé canadien à relever les défis climatiques finalement. Donc depuis 2025, donc novembre, Cascade soutient, coordonne la structure un petit peu de ce réseau pan-canadien pour permettre d'explorer, d'échanger, de répondre finalement aux enjeux en lien avec le développement durable, santé environnementale, décarbonation, etc. Donc on a 3 niveaux. 3 niveaux qui correspondent aux 3 niveaux qu'on observe au niveau des établissements de santé. Donc on a le macro, le méso, le micro. C'est le conseil consultatif des leaders en santé, donc qui est constitué de leaders, donc souvent c'est les DG, vice-présidents, etc., d'établissements de santé qui ont un engagement fort et officiel dans la lutte climatique. Puis ensuite on a au niveau méso le réseau de pratique pan-canadien, puis ce réseau de pratique permet, il est au niveau méso, donc il est principalement constitué de répondants en développement durable, typiquement Environmental Sustainability Officers, etc., qui vont déterminer un peu ce sur quoi les groupes de travail ensuite vont travailler. Et les groupes de travail sont plutôt au niveau micro pour mettre en place des initiatives spécifiques. Mais ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et autour de tout ça, on a cette équipe de coordination et de soutien qui ajoute aussi une dimension de recherche, parce qu'on veut documenter tout ça, on veut permettre non seulement aux établissements de santé d'exercer leur leadership, mais aussi de pérenniser tout ça et de backer tout ça par des données probantes et de créer aussi des données probantes à partir de ce qui est fait. Moi, je suis, par exemple, basée au CRFU. On a aussi le soutien à l'Université d'Ottawa, Dalhousie University, University of Toronto, University of British Columbia. Petit code QR aussi pour notre site internet. Donc déjà, juste un petit, très rapidement, pour les personnes qui ne connaissent pas Cascade, c'est pas la compagnie de papier, c'est une initiative pan-canadienne qui a été menée pendant les 5 dernières années par l'Université de Toronto. En collaboration avec notamment la Coalition canadienne pour un système de santé écologique, l'Université d'Alhousie, l'Université de Colombie-Britannique. Et notre vision était d'utiliser la capacité existante pour permettre d'avoir encore plus de capacité. Donc ça passait par des formations, ça passait par les créations de communautés de pratique, la création de ressources, etc. Et donc on s'est dit là, notre financement, qui était supposé durer 5 ans, comment on fait en sorte que tout ce qui a été créé, les ressources, les connaissances, les collaborations, etc., soient ensuite presque rendu, soit approprié par les établissements de santé pour faire en sorte à ce qu'il y ait une structure qui reste pan-canadienne menée par les établissements de santé. Donc on a créé et on espère maintenir un espace qui est structuré et qui permet un certain dynamisme malgré les différences entre niveaux de gestion. Donc on partage des approches concrètes, on peut coordonner les initiatives collectives, accélérer la mise en œuvre de mesures et évidemment tirer parti des capacités existantes. Les parties prenantes, donc on a 41 organisations membres dans 9 provinces et territoires, 3 organisations canadiennes. Vous voyez là pour le rectangle du Québec, on a pas mal de monde. Ça nous permet d'avoir différents niveaux d'expertise, différents niveaux de possibilités de prise de décision, d'engagement. Et pour les succès, donc je pense que le succès principal existait aussi parfois déjà. Le deuxième groupe de travail, c'est Healthcare Waste Management, donc gestion des déchets. Donc nous, ce qu'on veut, c'est toujours évidemment apporter de la valeur. Donc c'est un équilibre qui est fragile. On a des moteurs et des leviers dans les établissements de santé, mais évidemment toujours des contraintes organisationnelles dans nos équipes, mais surtout dans les établissements de santé. Je ne pense pas avoir le temps de passer trop de temps là-dessus, mais c'est toujours de
faire en sorte à ce que la balance penche un petit peu plus du côté de l'action climatique, puis naviguer cet équilibre qui est souvent très instable. Puis là, ces points, je pense que si vous êtes dans le système de la santé, vous les connaissez déjà. Et donc, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Thank you very much, Sarah. That was brilliant. Everyone's being very good. Sonia from Vancouver Coastal Health, welcome. Hello, everyone. Okay, here we go. Number 3, 4. I just want to start by acknowledging that the project that I'm presenting to you today is committed to reconciliation with First Nations in British Columbia. We have more than 200 First Nations, and we do acknowledge that they were doing conservation work long before we came in to start doing our work. So we definitely have space for them to come and be part of this project and to benefit from it as well. So what's the initiative? It's a BC health system greenhouse gas emissions methodology and calculator. It was funded by our Ministry of Health. Thank you, Ministry of Health. And it started in October 2025. And really, it was inspired by an incomplete understanding of our emission sources in healthcare. We have gaps in our methodologies on how to measure greenhouse gas emissions in healthcare, and also the fact that we had many different people across BC in healthcare trying to already reduce their greenhouse gas emissions. So our why was our commitment to realizing that if we don't coordinate, we're going to have a lot of inefficiencies in this work. So our objective, I've said it, develop a standardized approach to measurement. Our specific aims were leveraging existing work that's already happened. We didn't want to reinvent the wheel, and we wanted to ensure that any good work was being acknowledged and brought to the forefront. I will say that another aim was to actually formalize a working group across all 7 health authorities in British Columbia. They're all in different regions with different specialties, so that's not easy to do. And of course, we wanted to engage and align with our Ministry of Health, in particular their reporting requirements going forward. And really what we wanted to do as facilitators of this collaboration is say, let's not jump to action, let's take a step back and let's look at what do we need to do together to develop a methodology first. So there is no shortage of people that need to be involved at the provincial level. We have a working group. That working group is made up of subject matter experts when it comes to emissions methodology, sustainable healthcare, but we also have strategic advisory roles, and that's really important to help us embed this work across the health authorities. Our target audiences for this methodology project were really our data holders or data generators and the data analysts, and we worked with external consultants on carbon accounting as well as change management to ensure that it was embedded into the system afterwards. Again, 7 health authorities, that means 7 different executive sponsors. That's a lot. It means 7 different interested groups, so all the clinicians that are working on emissions reduction, we want to involve them as well. And lastly, ensuring that our First Nations Health Authority and Indigenous health teams also have a voice at the table. Okay, so I'm thrilled to say that we actually have done more than we set out to do. We now have a methodology, we have a calculator, we are currently trying to understand it. So there's a lot of training that needs to happen, and there's a lot of validation that needs to happen. But the really sweet spot that happened for us is we are about a month away from a 2024 baseline as well. And what we're working on right now is that implementation plan. How do we ensure that we actually implement what we've developed and that it doesn't just collect dust on the side? And really this wouldn't have happened if we didn't
kind of have that continued buy-in to work collaboratively and continue to learn together. So no one ever said that collaboration was easy. I've sort of just spoken about the good news. But I do want to say that as somebody that has a regional role in BC, it was really, really important to leverage that and to build off of existing work. So 2 years before this project started, I was convening a anesthetic gas emissions measurement working group informally, but I already had my eyes set forward on what could this group be in the future. We need to think about emissions across the board. So I was patiently in the background trying to get buy-in for that, waiting for the right moment to actually launch this greater initiative for bigger impact. So I think the other piece of this as a facilitator is it renewed my, it validated the fact that facilitators are so important in collaboration. And really, I think we can never assume that everybody in the working group is having the same experience. Okay, I will end there. Fantastic, Sonia, thank you very much. Laurélie and Simon? Thank you very much. Sorry, from Nature Québec and Sauvage. Thank you, Rachel. Hi everyone, bonjour tout le monde. Donc c'est ça, Aurélie Léveillé de Nature Québec et mon collègue. Oui, Simon Racine, directeur général de l'assurance. Oui, donc aujourd'hui, nous, ce qu'on va vous parler, comme on représente 2 organismes à but non lucratif, on ne va pas vous parler nécessairement d'une initiative précise, mais plus d'un concept général, en fait, d'amener la nature là où on soigne. Donc de se poser la question, en fait, dans les ateliers aussi qu'on va faire aujourd'hui, de se demander est-ce que la nature, en fait, peut être elle-même, un levier de soins? Avec tout ça, de se demander justement, nous, quand on fait du verdissement dans les établissements de santé, comme au BNL, on travaille beaucoup avec des partenaires, puis ça vise notamment à améliorer les milieux de soins en rapprochant la nature de ces établissements-là, de ces milieux-là. Donc, on va parler un peu plus des objectifs un peu plus tard, mais grosso modo, nous, notre particularité, c'est qu'on combine en fait expertise technique de plusieurs partenaires, dont nous au sein de nos organismes, et concertation aussi pour savoir un peu les besoins du terrain. L'objectif, dans le fond, c'est rendre accessible le verdissement en ville, en milieu urbain. C'est rendre par le fait le financement, l'accompagnement de nos services, mais aussi pour soutenir vos objectifs. La plupart des centres, des établissements de santé ont des objectifs en développement durable, avec des comités à l'intérieur desquels on travaille. Puis plusieurs éléments, plusieurs bénéfices des objectifs, c'est entre autres la lutte contre les eaux de chaleur, bien sûr. Les établissements produisent beaucoup d'eau de chaleur, c'est des gros bâtiments, il y a plusieurs bâtiments sur l'ensemble de la ville. C'est aussi soutenir la santé physique, mentale du personnel et des usagers. Donc, en favorisant l'implantation du verdissement, il y a des effets bénéfiques sur leur santé mentale. Ils peuvent aller aussi dehors pour favoriser justement les échanges à l'extérieur. Et ça contribue aussi à la santé globale de la population environnante. Quand on plante 100, 200 arbres sur un site, c'est sûr que ça favorise l'ensemble des communautés environnantes. Donc, justement, pour y arriver, comment on fait, nous, comme au BNL, on a un gros rôle de fédérateur, en fait. Donc, souvent, les établissements ne vont pas avoir nécessairement le temps d'aller chercher tous les organismes, d'aller chercher toutes les ressources. Donc, nous, notre rôle, c'est de les approcher, d'identifier justement les partenaires possibles, puis les possibilités, en fait, d'action. Donc, là-dedans, on peut aller voir justement d'autres OBNL, des établissements de santé aussi, des rapprocher avec les municipalités qui n'ont pas nécessairement tout le temps d'urbanistes à l'intérieur de leurs expertises, et les communautés locales et les bailleurs de fonds aussi. Et ça nous prend de l'argent. Donc, justement, nous, on est beaucoup dans la complémentarité des expertises. On va aller surtout, en fait, rassembler tout le monde, puis faire en sorte que ces expertises-là forment des projets qui sont ancrés dans les besoins du terrain. Donc, on a justement des démarches participatives comme au BNL. On va aller justement demander les besoins de chacun des usagers, et ça va former des projets, en fait, qui sont beaucoup plus représentatifs du milieu.
effectivement plusieurs succès en fait, par rapport à ces collaborations-là. On en parlait tout à l'heure, l'atténuation des eaux de chaleur, bien sûr, mais aussi la gestion des eaux de pluie. À petite échelle quand même, quand on fait comme plusieurs projets sur l'ensemble des sites, donc ça crée quand même de la rétention d'eau avec les aménagements. Aussi, bien sûr, ça augmente la biodiversité dans les milieux dans lesquels on fait ces aménagements-là. Il y a aussi la prise en charge, donc la prise en charge de nos services complets, donc on va chercher à adapter nos projets aux réalités locales. Donc, si on a des petits sites, des gros sites, donc on va favoriser soit des micro-forêts, ou on va comme mettre en place des places pour justement prendre des pauses. Il y a des réductions aussi au niveau des barrières à l'action. Nous, lorsqu'on prend l'accompagnement des établissements, en fait, on va chercher des permis, on va chercher aussi du financement. Donc, ça favorise une facilité pour les usagers, mais aussi les comités de travail au sein des organisations. On remarque aussi qu'il y a une meilleure appropriation aussi des projets par le milieu, donc parce qu'il y a des plantations aussi de groupes. Donc, il y a plusieurs aussi collaborations intersectorielles aussi à l'intérieur des comités. Et chose à ne pas négliger, c'est qu'il y a une amélioration des espaces extérieurs. Donc, les gens, lorsqu'il y a des aménagements à l'extérieur, on voit qu'ils passent plus de temps pour aller voir leurs grands-parents, leurs parents dans les RPA, dans les CHSLD. Ensuite de ça, rapidement, les défis. Bon, il y a plusieurs défis de financement. Nous, on a la chance d'avoir plusieurs programmes de financement, donc on favorise justement, parce que souvent, il y a un manque de financement client dans les établissements, donc souvent on va chercher 80-75% du financement pour aller faire ces projets-là. Aussi pour nous, il y a une complexité du réseau. Les hiérarchies à l'intérieur des établissements est quand même complexe. Donc d'avoir un comité à l'intérieur, des personnes clés, ça favorise justement l'implantation de ce genre de projet-là. C'est la finale. C'est ça, justement, par rapport à ça, le fait que ça soit complexe, ça fait que les équipes sont très sollicitées. Il y a énormément de difficultés dans la passation de l'information aussi, donc ça fait que les employés, le personnel ont beaucoup moins de temps disponible pour implanter des projets comme ça. Donc, ça prend un intermédiaire, dont les OBNL. C'est là qu'on arrive sur le terrain. Puis, justement, par rapport à ça, on voyait aussi justement que ils se font des silos, en fait, entre les équipes de travail, ce qui fait que, justement, on a de l'information, mais on ne sait pas trop qui a de l'information. Ça ralentit vraiment tous les processus. Puis, nous, on amène un peu aussi cet aspect-là de trouver un équilibre entre est-ce que les gens ont une sensibilisation aussi sur les bénéfices que ça a, puis est-ce que, en fait, ils ont le temps de le faire selon leur mission aussi, qui est leur mission de soins. Donc, d'allier ça, justement, transition écologique et mission soins. Donc, voilà. Là, on n'a plus de temps, mais on avait mis quelques petites images avant, après, donc en rafale. Et voilà. Merci beaucoup. Thank you very much. I'll leave that nice slide up. So you can see from all of these amazing presentations that there's a lot going on already in terms of collaboration across Canada and also between Canada and beginning to be other countries. So it's fantastic to see what's happening. The goals of those collaborations are varied, but basically people are trying to not reinvent the wheel. They're trying to have bigger impact. They're trying to move more quickly, and I hope all of you heard Courtney's presentation this morning. We know that this is really urgent. We know that we have to act more quickly, and we don't have time to make all of our own systems. We have to work together. We know that it's more fun anyway, doing things together and in collaboration. So there's lots and lots of good reasons to do that, but those collaborations take time and effort. So what we're going to do now is involve all of you in thinking some of those things through. How do these collaborations work? What are some of the obstacles? And how can we work together better to overcome those obstacles? So I want you all on 6 tables. I think you nearly are anyway. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfect.
So you guys are going to have to join one of the tables, that's okay. There are going to be 3 themes. So I think these are already written on the tables, I'm hoping they are. If not, we'll come around and give them to you. But you are each going to work, each table is going to work on one theme. And at the end, we're going to bring those, like 2 tables for each theme together. We're going to give you some time to do that, pooling of ideas. People are already escaping, they don't want to work. It's not scary, I promise you. The scary bit is trying to organise everybody. Once you start talking, then you'll be fine. So I'm just going to basically let you move to your tables, start working, and I will talk you through a little bit about what you're doing on those tables. So, I'm going to do it from here to make sure I get it right. So each table, drawing inspiration from the panelists' presentations, are going to consider obstacles, solutions and opportunities that arise at 3 levels of collaboration. So 1 is the type of actors involved, so 2 tables will work on that. So that's who's involved, and how does that affect how the collaboration works. 2 is the format of the collaboration. So that's like, is it formal or informal? Are people paying? Are they groups? Are they communities of practice? Is it in person? Is it online? So the kind of practicalities of that, because that collaboration needs a vehicle. And 3 is the subject of the collaboration. So what is it about? Is it responding to a particular problem in a particular place, or is it driving forward sharing of ideas across a whole area? So those are the 3 things. So it's like who, how, and what is this about? Those are the 3 topic areas. So 2 tables are going to work on each of those. Are you going to assign us? If they're not already, are they not assigned on your table? No. Okay, so I'm going to assign you. So tables, remember your numbers, okay? So you are 1 and 2. You're going to work on the first one, so that's who. Tables 3 and 4, you're going to work on the form of the collaboration, so how is it happening. And tables 5 and 6, you are going to work on, that looks like smaller tables, but that's okay. You are going to work on what is this about, so what is the subject of the collaboration. Okay. Don't worry about input from everybody. So the panelists are going to wander around the tables and going to kind of help to facilitate your discussions. I'm sure you won't need that. You'll have plenty to talk about anyway. We will ensure, is there one bilingual person on each table? Raise your hand if you're bilingual. Raise your hand if you're bilingual. Nobody on that table. Okay, so we might need one of you to swap with one of them, if that's okay. So we have somebody bilingual on that table. Well, you're bilingual. No? Yeah, you both. Yeah. Go, yeah. That's great, thank you. The panelists will come round your tables.
en ce moment, c'est pas intéressant, mais il y a du monde à l'université de C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Ouais, avoir des espoirs de rencontre, genre spontané. Ouais, vraiment. Mais des fois, on y pense. Et en fait, finalement, ça fait que le moment où je vais faire quelque chose, en même temps que la dernière frère est au bâtiment, on se rend compte que on travaille dans toute la stratégie pour c'est fou. Mais ça reste un acteur aussi. The doctor's table with sticky notes. Oh, yeah. Gold star. Seeing an nerve sheet, I just love friendly from the hospital. I wanted to change. Yes, that's right. Keep it agile. So, Love it. also, on the other hand, you got like management that has power to change power, but if they say, hey, you need to prescribe like less scans because we need people that are involved where the power to change people that are involved, because I feel like reducing the carbon impact of the health system is like a really big problem. You need people, everybody at the same level there. Some people would not feel involved in some topics. There are some categories to reduce, and I feel like in this category, like mitigation is involved. Doctors, nurses, Puis ça va-tu bien? Ouais. Allez, je tourne un peu. Ouais, c'est cool, ça fait des petits... Les gens ont l'air pour bien participer, ça va? Ouais, quand même. Je pense que j'en ai fait ça qui était gros, fait que ça leur a tout en comme ça, c'est correct. Quand ça va être fini, je fais juste mettre ça à eux. C'est bon. Ah, j'ai pris la photo de bénévoles ce matin. Hein? J'ai pris la photo des bénévoles ce matin. Même le 7 heures était passé tôt. L'affaire qu'on skip malheureusement. Ouais. Un matin, on part de météo. Ouais. Puis dis-moi que t'arrives plus tôt que 7h45. Fait que. Puis arrive en même temps. J'arrive à 6h45, on arrive avant tout le monde. J'arrive avant la visite. Non, finalement, il y avait déjà du monde. C'est ça. Puis là, ça finit comme 10 minutes plus tard.
Oui, je pense que oui. Peut-être ça va étirer un petit peu. Non, ça, et même, il y a une personne bilingue par table. Ça va bien, on est une personne dehors. Non, il y a eu une émotion. J'ai tout filmé. Save a bunch of money. I think it's like having the people like budget save to do that. This project not only lower impact, but also save that cost. To me, from my perspective, that's what's quite a bit now. Like we're gonna save money and then we do the project, we save money and then we do another project and roll that.
la conférence. Oui, il y a des gens qui sortent pour des ouais. Et il y en a Ah oui, ok, oui. Je vais y essayer pour avoir ce qu'on sait faire plus. Honnêtement, moi, je suis zéro photographe dans la studio. Oui, c'est exact. Fait que je vais regarder avec vous. Oui, il n'y a pas de souci. Pas de problème.
Mais c'est deux choses complètement différentes. Parce que là, c'est le manque de connaissances. Là, tu apportes un point parce que des fois, on a tendance à penser que les autres travaillent comme ça, fait qu'on est juste à leur dire comment faire. Project managers. Je pense que c'était plus when people that implement whatever, they're like, I have this thing for you, and they're like, I will add it to the list of 28 capital projects I am trying to fund. Or even if you're not funding for it, still 28 other capital projects ahead of whatever you're trying to implement. And if you have engaged in a local level, Summarising, I know we're not going to capture everything because you've had such rich discussions. I'm sure you've solved the world's problems and you've made collaborations that you're going to take forward, and we're going to come back here next year and see how you've all got on, which would be fantastic. But we're just going to try and capture some of the main points. So, who is coming from these two tables? Don't be shy. Yeah, we've got a microphone. You can stay there if it's easier. Vous pouvez rester là? Oui. Ouais. Bon, alors nous, on parlait du qui. On a commencé par identifier qui étaient les différentes parties prenantes qui avaient besoin de collaborer. Donc, on a parlé des parties prenantes qui font partie du système de santé, donc en commençant par la gouvernance, mais aussi au niveau des établissements de santé, tu as du personnel soignant, du personnel de soutien, du personnel technique. Mais on a regardé aussi toutes les parties prenantes à l'extérieur qui viennent en soutien. Le système de santé, on parle des fournisseurs, des différents paliers de gouvernement, la communauté, les employeurs, les syndicats et même au niveau de la génération de connaissances, donc la recherche privée, publique, tous ceux qui sont impliqués dans la formation du personnel aussi. C'est ça. J'ai rien oublié. Les obstacles. Les obstacles qu'on a vus, c'est le manque de financement et de ressources humaines, qui aussi le fait que les différents acteurs peuvent avoir des objectifs différents, puis des fois venir aussi de différents milieux qui ont leurs problématiques propres entre le rural, l'urbain par exemple, c'est très différent. Différents canaux de communication pour rejoindre les différentes personnes, c'est pas les mêmes canaux. Ils n'utilisent pas toujours le même vocabulaire non plus. Donc, ça prend quelqu'un pour traduire des fois le jargon des uns pour les autres et réciproquement. Évidemment, de travailler en silo. Le manque de connaissances qui peut se traduire par un manque de mobilisation, des fois à la base. Ça peut être la surcharge de travail, par exemple, du personnel soignant, mais aussi peut-être les gestionnaires qui ne sont pas toujours conscients des implications à long terme de notre décision avec le changement climatique. Par exemple, le fait, et qui demande par conséquent des retours sur l'investissement trop rapides, compte tenu des changements auxquels on fait face. Et c'est ça, donc qui se traduit par des drôles de priorités là, qui ne sont pas nécessairement les meilleures qu'on pense à long terme.
L'ego. L'ego peut être un obstacle dans certains milieux de temps. L'ego peut, on a parlé de personnalités avec des grands égos qui peuvent des fois être des bons leaders, mais qui peuvent des fois aussi empêcher les choses d'avancer parce que on n'accueille pas toutes les perspectives nécessairement. Merci. Dans les solutions, la mobilisation de tout le monde, le fait d'agir aussi, de se mobiliser, ça peut être une solution pour l'éco-anxiété. Tu sais, tous les changements sont très anxiogènes, mais le fait d'agir plutôt que de juste subir, c'est une façon de gérer ça très efficace. Le fait qu'il y ait des gens dans le système qui jouent le rôle de sonnant d'alarme, puis de créer des espaces et des opportunités de rencontre. C'est ça. Donc, des solutions, là, on avait des solutions plus techniques, là, mais c'est pas c'est pour s'adapter, c'est pas pour... Thank you. I'm gonna hurry you up. That's it? Well, il y avait des opportunités aussi, donc réduction des coûts, la diversité des acteurs permet de meilleure innovation. Chaque formation est une opportunité aussi de sensibiliser les gens et de les amener à travailler ensemble si on diversifie, si on mélange les gens, d'avoir des gens qui jouent un rôle de connecteurs. Toutes les opportunités, quand on a un démarrage d'un projet de construction-rénovation, un nouvel équipement à acheter, c'est toutes des opportunités. Et il y a aussi des arguments économiques qui sont des opportunités, donc au niveau de l'efficacité énergétique, la transformation des égos aussi. Il y a des gens qui ont d'autres sortes d'égos. Ça peut être oui, c'est ça. Et puis, donc leur volonté, la volonté de tout le monde est une opportunité. Perfect. Oh, well done. Thank you so much. Fantastic work. And don't worry in your groups about saying everything, because I should have said this at the beginning, but we're going to take pictures of your amazing work and do something with them. Use AI or something to turn them into a beautiful formatted document. So yeah, just highlights would be fantastic. Thank you very much. Over to you. Donc, nous, on travaillait sur le comment. On a ciblé quelques obstacles, puis on avait vraiment beaucoup de similarités là, dans les deux tables, là, des choses qui revenaient dans nos deux discussions. Entre autres, tout ce qui concerne l'accessibilité à l'argent. Donc, dans le comment, on peut mettre en place des projets, des plans d'action. Si on n'a pas d'argent, ça va pas. Donc, c'est vraiment tout au niveau de l'argent, du financement. Et l'autre gros obstacle, c'était le temps. Durant la conférence ce matin, elle disait bien que les comités, souvent, c'est du volontariat. Donc, j'ai une oreille sur le comité, mais j'ai une oreille sur mon téléphone, j'ai une oreille sur ce qui se passe au travail. Donc, on est moins impliqué à 100%. On est tout le temps on the side. Et pourtant, l'environnement devrait être un temps alloué à 100% à l'environnement. Donc, c'était dans les obstacles au niveau du temps, le volontariat, tout au niveau de l'implication que ça demande, parce qu'il faut que tu tasses d'autres choses pour pouvoir participer à les comités. En gros, au niveau des solutions, ce qu'on a dit, c'est de regrouper différents secteurs. On trouvait ça important d'avoir le plus d'acteurs différents sur les comités pour avoir des visions différentes et pour avoir aussi une certaine continuité. Donc, dans le comment, c'est de créer des comités, de créer des regroupements de personnes qui souhaitent mettre l'environnement en priorité. Au niveau des opportunités, ce qu'on avait ciblé un peu plus, c'est de faire les liens entre les intervenants et tout ce qui est la recherche, les données probantes, en fait, de tout aller chercher les ressources. Donc, de créer des groupes de travail, d'impliquer des acteurs différents, autant local, les comités de pratique, etc. Et ce qui était sorti aussi beaucoup dans les opportunités, c'est de partir d'un problème réel et de travailler là-dessus pour amener un changement. Dans les solutions ou opportunités d'utiliser les structures qui sont déjà existantes au niveau hiérarchique, organisationnel, puis d'identifier les forces et les faiblesses de chaque
personnes ou organisations dans ce travail collaboratif pour pouvoir pallier l'un et l'autre les forces et faiblesses. Parfait. Thank you very much. Well done. And last but not least, table 5, which is 5 and 6 together. Donc bonjour, je m'appelle Sharisa. Je voudrais présenter en anglais. So my French is not that good. So we have a very multidisciplinary group. We have representation from nurses, from the Canadian Association of Nurses for the Environment, from the Canadian Association of Pharmacy for the Environment, which is myself, from industry, from the Health Product Stewardship Association. So it was a really excellent exercise to do in collaboration with all of these amazing stakeholders around the table. So a few things to discuss. The way that we divided our work was we talked about obstacles, solutions, and opportunities, but at the national, provincial, and territorial level first, then at the healthcare system level, and then at the individual team level. So I will go through briefly each of the 3 areas. So the first is the national, kind of global, provincial, and territorial, and indigenous related areas as well, specifically from an inclusion perspective. So from an obstacles perspective, we identified that from a governance perspective, there's a lot of different interests, competing priorities. Geopolitics is certainly something that is a really big thing, especially nowadays. And this certainly impacts funding as well. Availability of data and business cases are certainly a problem where people don't realize that actually you end up saving money with the investments that you do have, especially within health. And then you have challenges with existing silos. So a really good example of this is Health Canada and then Environment Canada having 2 separate bodies. And you have these federal and provincial budgets. When we go down to solutions and opportunities in this area, Courtney Howard today spoke about sustainable healthcare secretariats, which is a really interesting opportunity and solution for us. A really good example that was brought up was around resilience and sovereignty-based approaches. So thinking about resilience as a whole, the interaction with defense, and then looking at climate and health actually integrated within that, which then actually supports investments and funding as well. Transparency of data was something that a lot of us felt very strongly about in terms of procurement and having that data available for us. We had a procurement expert at the table, and we were talking about having sustainability data around standard variables. Now, once we go to the second layer, now we're thinking about healthcare systems. So we're going from the national and provincial level, and we're now taking a step down, and we're going to the healthcare system level. And from an obstacles perspective, actually, we saw a really interesting parallel here, where now the resources are certainly a challenge from a funding perspective, and you also have, again, an issue with regards to knowledge, with data, and with business cases as well. Frameworks is a really, really big important one in terms of how do you approach planning for these types of areas. Short-term versus long-term approaches is certainly a problem with regards to competing priorities, and then with solutions and opportunities, a really big one that we identified with stakeholder mapping to prevent the issues with silos, and really facilitating that inter-stakeholder communication and translation. Having business cases associated with everything is important, along with project charters, and then investing in planetary health education. And then finally, on the individual team approach, so as a hospital pharmacist who's also part of the Pharmacy for the Environment organization, this is something I'm also passionate about. So the first issue we have found is that there is sometimes funding or sometimes area for these pilots, but scaling up, of course, is a big problem. And also the evaluation of conditions of where the staff basically work, and then looking at that and working up is really, really important, especially with a stretched healthcare system. Often you sometimes do have local champions, but they're not necessarily supported with regards to finances and supported with regards to strategy in terms of ground-up type approaches. And
the consequences, you have these people working off the side of their desks and being environmental champions off the side of their desks. So of course the solution there is having innovative models where you actually have support with regards to funding and methods for these groups to then feed up into governance and leadership. One big area that we talked about is training in terms of learning how to talk to both leadership but also groups like MPs and senators. None of us have been trained in these types of areas, so it's something that we've later on had to learn. And also key opportunities for investment in terms of buy-in from a private perspective and then also from a public perspective in terms of incentivization for things like social prescribing. We ended up concluding with a hamburger approach. So the hamburger approach is the issue where you have the top layer being corporate strategy on sustainability, and then the bottom layer are these siloed green teams who are not necessarily well supported. And then there's this magical middle layer, which unfortunately is missing right now, where you have this, you have on the ground realities also informing top-based strategy in a framework level in a multidisciplinary manner, which is supported by funding. That was a mouthful, but that was the middle layer. So yeah, this was a great opportunity. Thank you so much. Well done. Brilliant. Thank you so much. Well, you've all worked really hard. I hope you've enjoyed it. I think with collaboration, obviously, talking is important, and you've mentioned learning how to talk to different audiences, understanding key messages, keeping focused on them, not getting too distracted. But one of the other main things that I heard as I was going around, and which is critical for collaboration, is listening. You've all done a lot of listening today as well, but we must, we remember we get passionate about these things and we want to share what we know and we want to share our ideas. Sometimes it's really important just to not say too much and to listen to everybody around you. And building the kind of roots for collaboration is about bringing everybody in, not just the big egos and the people who are extroverts, but the people who may have a lot of different types of knowledge on the ground. So again, learning how to do that specifically is a really important skill, I think. Just a big thank you to all of our panelists first. To the technical people and the people doing the simultaneous translation, which must be a really difficult job. To our tech person in the room, and the photographer, and lastly but not leastly to all of you for your time, and enjoy the rest of your day.
I do is I actually have a show of hands. Who wants to die in hospital? Put your hand up. Not me, not me. Rachel doesn't, okay. No, I looked at, you know, I've probably done this in person 20 times, and I think I've had one hand. And it's not a shaming. Some of you might be thinking, like, actually would die in hospital because it's safe and there's better pain control possible. Like, there are reasons, you know, I'm not trying to shame you. Who wants to die in long-term care / nursing home? Anyone? So we actually get outright laughter there, which is sad. I actually did this presentation for a group of long-term care physicians, the Ontario Long-Term Care Conference. And it's all the medical directors of long-term care, and they kind of looked at each other and giggled a bit, but no one put their hand up. So who would like to die at home? And who doesn't want to die? You didn't know that was going to be an option. You didn't know that was an option. So the reason about a year ago, I started saying this when I do primary care type lectures is because if I don't start with that piece, I think you have to do something here. Shazam. If I don't start with that piece, you sound ageist. Actually, we wrote an article once and we sent it into a big journal, and you know the reviewers are always pretty harsh. And one reviewer, based on what we sent in, said, "Do you not think old people should go to the hospital?" That's what the reviewer wrote. Because they were looking at all our hockey stick graphs, which show that as we age, not surprised, you can picture the hockey, you know, you're all Montreal Canadiens fans. You can picture the hockey stick graph, I don't have it here today. And you know, it starts with babies, it goes to people over 90, and it goes up like this, and it's all the resource use stuff. How many days in hospital? What is the cost? I mean, they all start to go up around, they start to go up incrementally around 45, and then they really start to go up. And I would argue it's not just because of the use of chronic care as we get older, it's because we're moving into the terminal year of life. And the resource graphs line up almost exactly with mortality graphs. So you're getting into the terminal year of life. So what does this have to do with this talk? I wasn't lying this morning in my other session. We do need to go after the hospital pie. If you saw that one, the hospital pie, it's the big shiny object. We all want to green our hospitals, and we need to. But if you step back, the best thing we can do is prevent hospitalizations. And that's why I have all these brilliant people here with me. And you can look up their bios. You all have their bios, so I'm not going through a full bio here. But we will be talking about primary care and the importance of primary care today. And I think we all know we have a primary care crisis in Canada. And there are some particular problems in Quebec, which we may address. So that is the theme. You know, how do we prevent hospital use? We have a couple of emergency doctors here, a couple of primary care doctors here. I'm really excited about this. To me, this is the most important piece. And I'll leave it at that, and I'll pass it over first to Sejal. So Sejal, if you want to say anything briefly about yourself, you just want to get right into it. Do you want me to introduce myself a little bit? Sure, a little bit. And you've got a clicker now, or no? No clicker? Sorry? Do you have a clicker for this, or? I don't have a clicker. Okay. Okay, fair. Let's see if I can do that. Okay, I got the clicker. So here's the tree. Okay, this is the tree. This is what you missed. And here's Sejal. Okay, should I come up there then? I kind of like it up here, but it's okay. Okay, I'm a lot shorter than you. I'm reminded of that. Okay, hi everybody. How are you feeling? Yeah, like energized, ready to go? Okay. I hope that these sessions and these talks are engaging. I hope that they are thought-provoking, and I really invite you guys to write down questions as we go and ask them, and ask us your hard-hitting questions, because we've got some smart people up here today. So I'm Dr. Sejal Bhargava. I'm actually still in my residency. I'm a PGY4 Public Health and Preventive Medicine resident, including my family medicine residency training. So I've been practicing family medicine for the last year.
while I finished my residency. And so I do a little bit of primary care. I did my training at an inner city community health center in Ottawa, and did a lot of immigrant refugee health, health of unstably housed people and people who live with addiction and drug use and sleep rough and such. So I really love having the public health perspective because it allows me to feel like I can think about things outside of just the four walls of my clinic. And I see the problems in clinic, and then I'm able to maybe try and do something about it while I'm in my public health space. So I do find that that's quite a nice balance. And it's the approach I'm taking today while I speak to you all. And I'm also president-elect of the Canadian Association of Physicians for the Environment, as well as co-chair of the Ontario chapter. So if any of this resonates with you, please let us know. You can talk to Claudel, who heads and is very involved with the Quebec chapter, and we'd love to have you join the team at Cape Acme. So what does primary care have to do with decarbonizing healthcare? Like, they seem like it feels like we're drawing a bunch of abstract concepts together today, maybe. But I hope I can maybe convince you that it actually plays a really important role, as Dr. Sargent alluded to earlier in his great, thought-provoking question. And I think you'll find, very similarly to Courtney Howard and to Dr. Miles, because I've learned a lot from them. So some of this material looks familiar. It's probably because I've borrowed it from their brains. So as promised, here's a graph by Dr. Courtney Howard. This is basically the blown up version of what she presented with those 3 spheres this morning. This is the zoomed back and a little bit more detailed graph. So why do we as physicians care about climate? Why do we as people who don't even think that climate relates to health, why should we care about climate? It's because if you start at the bottom of this graph, you start with the ecological determinants of health, and that's our stable environmental foundation. Then you look at maybe what impacts those structural and social determinants of health. And all of the causes that we think about a lot and care about, LGBTQ2S+ health, homelessness, poverty, obesity, all of that has to do with social and structural determinants of health. If you zoom down, you think, oh, maybe an ecological, an unstable ecological foundation actually is a risk factor to poorer outcomes on the social and structural determinants of health front. That then, if we have an unstable ecological foundation, will lead to health system instability and an inability to deliver the high quality healthcare that we're used to in Canada. And because of that, we see altered health outcomes. And so you can see that ecological determinants of health really are the big outside nest of all of this. We're only as healthy as our environment, our health systems are only as healthy as our environment, and we are only as functional as our environment allows us to be when it comes to even things like supply chain. So that's why this is all really a big nested diagram, and if you zoom out on health, everything that we care about is going to become harder to deal with as climate change worsens. And as I mentioned, here's a graph by Dr. Sargent. So here you can kind of see the carbon footprint of different kinds of healthcare facilities. So this was a study that evaluated a Quebec setting versus a British Columbia setting. This is your graph. And you can see the huge difference in carbon emissions between hospitals and outpatient settings. So why does the majority of healthcare spending go towards these tertiary care settings? And why have we run into this crisis of public health of family doctors, a family doctor shortage, people not being able to access primary care? Well, we'll get into that in a second. But now you're informed that you know that, based on these graphs, hospitals are extremely carbon intensive, they're extremely economically intensive, and based on the question that Dr. Sargent asked earlier, no one really wants to be there as a patient either. So I love this framework by Dr. Andrea McNeil. She's a surgical oncologist out in British Columbia, and she introduced this framework for planetary health, or a framework for sustainable health systems, sorry. And it starts with reduction of demand for healthcare services. And that's how we actually should be phrasing what primary care does. All of these are different ways to frame what primary care really helps with. So reduce demand for healthcare services, health promotion, thinking of things like a healthy built environment, thinking of things like community-based physical activity, healthy aging programs, disease prevention, chronic disease management, the social determinants of health. So ensuring, again, like we know, those ecological foundations help provide, can buffer and protect against some of those social and structural determinants of health, but they can also make them an even higher degree of a risk factor to someone's poor health.
matching supply and demand healthcare services. So primary and community care services are right on that second level, ensuring appropriateness of care, so proper medications, deprescribing, appropriate testing, and stewardship programs. And then you have the reduction of supply of health services, which is a focus of today, but today we're gonna kind of zoom in on those top two. But those top two are really what primary care does. So this is a study from Waterloo University. It said 1 hospital bed has the carbon footprint of nearly 5 Canadian households. That is an insane statistic. And when you think about what goes into a hospital bed, you know, I didn't even think of the things that were mentioned in this study. Some of them were like, you know, the coffee makers, or the carbon that went into every keyboard that a physician or nurses types on while somebody's admitted to the hospital. The drinking water treatment, the ventilation, the air conditioning, the cooling, the blood work. What does that mean? 1 minute. What? Okay. Holy, okay, so what is primary? That's rude! You gave me a different finger. So what does primary care have to do with this? Primary care is primary prevention, the earliest part of prevention, and then healthy, happy people. Increasing your access to a family doctor decreases the number of people going to the ER for preventable conditions and not trauma-related reasons. I'm not talking about the people getting into a car crash. I'm talking about the old lady who fell at home and broke her hip, which was maybe preventable with, you know, a family doctor or occupational therapy or someone in the household, right? Improved control of chronic illnesses, fewer medical emergencies requiring emergency hospitalization leading to potentially an admission, which we know is extremely carbon intensive. Increased funding to support health and aging at home, decreased medical emergencies associated with aging and unnecessary or undesired hospital admissions. So we know that primary care professionals can hugely be, or insanely important for reducing healthcare costs and healthcare ecological footprints. Actually, the top of this graph, the most carbon-saving intervention you could possibly have is a net new family physician by preventing all of those downstream risk factors that could predispose someone to a hospital admission. This is why we're not getting invested care or invested funding in primary care. There's a really large sense of public pressure that our healthcare system is crumbling. We need more ER beds, we need more hospital beds to accommodate all these patients. But really what we need is enhanced primary care and support to keep people healthy and aging in the community. And there's a bit of a political discourse about that where that's not the sexy investment. You know, prevention is not sexy, it's a paradox of prevention. If you prevent it, you don't see it. And what looks good? A new mega hospital, more ER beds. So that's why I think it's important for us to kind of start to communicate this message. So these are my parting messages to you. Efforts to decarbonize our health systems must be coupled with strategies to reduce the incidence and severity of disease, so reducing chronic healthcare burden. Health promotion begins with public policies that strengthen the social determinants of health, and that we truly need health in all policies, and by thinking through a lens of health, we inherently align with the health of the planet. And that's all I have to say to you today. Thank you. Bonjour tout le monde, merci à la session de m'avoir comme présentateur aujourd'hui. J'ai pu voir passer, ok, parfait. Alors, je suis urgentologue, chercheur et professeur à la faculté de médecine de l'Université Laval à Québec, dans la ville de Québec. Comme conflit d'intérêt potentiel, je reçois un financement comme chercheur boursier du FRQS comme chercheur senior. Je suis médecin clinicien, enseignant agrégé à la faculté de médecine, mais je n'ai pas d'autres conflits d'intérêt à déclarer ici. Mon équipe de recherche et moi travaillons depuis 10 ans sur un projet, sur un programme de recherche qui vise à déterminer où les patients qui ont des conditions aiguës mineures devraient se retrouver pour optimiser la valeur des soins qu'on leur donne. Autrement dit, la valeur, ça signifie où ils obtiendraient les meilleurs résultats de santé au moindre coût. On a fait plusieurs études pilotes, on a été financés par les IRSC pour une étude plus grande. Ici, vous avez la carte résumée de l'étude. C'est une étude qui vise à comparer la valeur des soins dans 3 milieux différents. Les urgences, les cliniques sans rendez-vous, où les patients voient des médecins qu'ils ne connaissent pas, et les cliniques de médecine familiale, où les médecins de famille voient leurs propres patients. On a recruté une cohorte prospectivement à travers 14 sites au Québec et en Ontario, des sites ruraux, semi-urbains, urbains, qui incluent là-dedans les cliniques sans rendez-vous des urgences et les cliniques de médecine familiale. On a recruté des adultes, toujours ambulatoires, sur pied, qui consultaient pour une de 17 raisons de consultation fréquentes aux urgences mineures, douleurs lombaires, infections urinaires, rhume, tout.
On a des issues qu'on mesurait, des issues centrées sur le patient, des issues pour le système. Pour les patients en particulier, on leur questionnait sur quels étaient leurs résultats de santé après 7 jours, leur expérience de soins avec la visite initiale et les coûts pour eux directement de leur portefeuille. Et je vais dire quelque chose aussi qu'il ne faudra pas répéter parce que ce sont des analyses préliminaires, mais je vous le donne en mille, les patients disaient on a de meilleurs résultats à 7 jours, on a une meilleure expérience de soins, puis on a des coûts moindres lorsqu'on consulte aux soins primaires avec leur médecin de famille. Donc les urgences sont déclassées sur ces 3 catégories-là. On a ajusté les choses sur, et là c'est pour les férus de biostatistique, pour recréer statistiquement des analyses un peu comme un essai randomisé contrôlé avec la pondération de chevauchement et les équations d'estimation généralisées. On a recruté 4203 participants au Québec et en Ontario d'avril 2023 à décembre 2025. Et pour mettre le clou dans le cercueil peut-être des patients d'urgence mineure qui consultent aux urgences, qui devraient peut-être se retrouver dans le soin primaire, je vous propose une analyse vraiment que pour le congrès ici. C'est tout frais sorti des analyses. Encore hier, j'ai travaillé avec mon biostatisticien, alors vous êtes choyés. Quel est l'impact environnemental de ces 3 options-là lorsqu'on les compare? L'hypothèse, c'est de dire que les urgences auront probablement un taux d'émission d'équivalent CO2 beaucoup plus important pour différentes raisons. D'une part, les cliniques sont mieux distribuées sur le territoire. Les patients ont probablement moins de transport à faire pour se rendre à leur clinique. Et évidemment, les urgences ont un biais d'investigation, plus d'imagerie, plus de laboratoire. Alors, on part avec cette hypothèse-là, mais j'ai quelques a priori à préciser avec vous sur la façon dont on a mené nos analyses secondaires. D'abord, on n'avait pas questionné les patients sur le type d'auto qu'ils avaient. Alors, on a pris l'auto la plus fréquemment vendue au Canada, qui est la Civic. Et on a pris pour le taxi, la voiture qui est la plus fréquemment utilisée par les chauffeurs de taxi, qui est la camion hybride. Pour le transport en commun, on a utilisé les statistiques, les données de consommation et d'empreinte écologique de la Société de transport de Montréal de 2025. Et pour évidemment le transport actif, c'est 0 émission. Les kilométrages ont été déclarés, on avait cette statistique-là par les participants eux-mêmes, mais pour la distance en autobus, on ne demandait pas aux participants quel kilométrage en bus, mais on savait qu'ils se transportaient en autobus, on a pris le code postal pour calculer la distance avec le lieu de consultation. Et pour tout ce qui est investigation imagerie, on a pris la littérature d'Australie, de Vancouver et d'ailleurs sur les tests urinaires, les imageries et autres, des articles que vous avez probablement déjà lus vous-même. Les caractéristiques générales des participants, on avait 58,5% de femmes, une clientèle très jeune, évidemment les urgences mineures, 46,9 années de vie en moyenne, assez scolarisée, collégiale ou universitaire à 68,1%. Et les principales raisons de consultation étaient les traumas de membre, l'atout et la lombalgie. Les moyens de transport plus fréquemment utilisés, bien sûr, l'automobile, pour le reste très peu, marginal en taxi, en transport en commun ou en transport actif. Les statistiques sont là. Si je ventile par milieu de soins, certaines caractéristiques importantes pour vous de savoir, ça confirme l'hypothèse initiale. Les patients avaient plus de distance à parcourir s'ils allaient consulter aux urgences avec une moyenne de 18,2 km. Plus de patients âgés en médecine familiale, avec 28,7% de patients au-dessus de 65 ans, comparativement à autour de 18%. Plus de patients avec des comorbidités aussi en médecine familiale. Le Charlson 0 et 1, c'est des patients qui n'ont pas ou à peu près pas de comorbidité. Et on voit que le taux était plus faible du côté de la médecine familiale. Et les patients, par contre, aux urgences étaient plus malades. Moins de gens disaient être capables de faire encore les activités régulières. Donc, les patients étaient plus malades aux urgences. Plus fréquemment des gens de l'extérieur du pays, récemment immigrés, ou avec un revenu moindre aux urgences également. Pour la consommation d'imagerie dans les labos, je ne les ai pas là-dessus, mais vous avez l'imagerie, la radiographie, la taurodensitométrie, fait notable. La résonance est plus fréquemment demandée en soins primaires qu'aux urgences, mais pour le reste, les urgences demandaient davantage de radiographie et de CT scan, de taurodensitométrie. Voici les résultats d'émissions de kilogrammes de CO2 équivalent. Et évidemment, l'urgence l'emporte sur toute la ligne pour le transport. Par patient, une moyenne de 4,6 kg de CO2 équivalent. Pour l'imagerie, 1,2 kg, labo, 130 g, et puis un total qui, en passant, n'additionne pas. S'il y a des gens qui sont forts en calcul mental, ça n'additionne pas, c'est parce que ce n'est pas toujours la même N. C'est pour ça que j'arrive pas, le même nombre de patients, c'est pour ça que j'arrive pas à une addition égale. Mais bref, les urgences sont significativement plus... quand on prend les données ajustées maintenant, on les ajuste pour différents facteurs confondants,
la comorbidité, la sévérité, l'ethnie, la race. Nommez-le, en fait, on a ajouté pour à peu près tout ce qui peut confondre les résultats et là, on soustrait l'empreinte des urgences par rapport aux cliniques sans rendez-vous. On voit qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative pour cette comparaison-là. Par contre, l'urgence par rapport à la médecine familiale, il y a une différence de 1,63 kg CO2 équivalent pour clientèle équivalente. Vous avez compris que l'ajustement statistique sert à ça. Donc, il y a une différence statistiquement significative. Et pour ce qui est du sans rendez-vous et la médecine familiale, on a une tendance, mais non statistiquement significative, d'une différence entre les deux également. Les limites, rapidement, je les passe. Le métro n'a pas été considéré, mais vous avez vu que c'était une proportion faible parce qu'on n'avait pas la moyen de savoir ce que le patient a plus de bus sur le métro. Et il n'y avait que Montréal dans le groupe des milieux qui avait le métro, mais il y avait une faible proportion de transport en commun de toute façon. On n'a pas de données d'émissions locales, par exemple, pour l'automonostométrie. Évidemment, au Québec, le mix énergétique va faire une différence importante avec l'hydroélectricité. Donc, on a utilisé des données d'ailleurs, c'est une autre limite, mais ça s'applique à tous les milieux, c'est pas différentiel. Et il y avait plusieurs données manquantes pour les kilomètres. On a fait des analyses statistiques de sensibilité pour utiliser le code postal pour tous les patients, y compris pour ceux qui conduisaient leur voiture, même si des fois on avait des données aberrantes. Il y avait des gens qui déclaraient à la base Côte-Nord alors qu'ils venaient consulter à Montréal. Alors ça faisait un petit bug au moment de calculer l'empreinte du transport. Mais malgré ça, les analyses de sensibilité confirmaient les données qu'on a vues avec les kilométrages déclarés. Évidemment, CV qui est camion hybride, c'est une approximation. Puisque le revenu était plus élevé en soins primaires, possiblement que les voitures étaient aussi plus importantes, des plus gros symétriques peut-être. Conclusion, donc, les cliniques de médecine familiale, moins d'émissions. L'emplacement des cliniques il joue probablement parce que la distance était moindre. Et là, ça amène des réflexions sur lorsqu'on a inscrit des patients, lorsque le ministère de la Santé dit « je t'assigne dans telle clinique », il y aura peut-être une réflexion à avoir sur essayant de l'inscrire dans la communauté de la clinique qui est la plus près de chez lui. Évidemment, l'enjeu pour la soins primaire, c'est l'accès est très, très difficile. Ceux qui réussissent, c'est comme tirer l'enjeu de la loto. Il y a un enjeu d'accès aux soins primaires qui ne résoudra pas le problème immédiatement. Et finalement, dans une prochaine itération des analyses, on ajoutera les traitements, les médicaments prescrits, parce que, selon les analyses précédentes, il se prescrit beaucoup d'antibiotiques pour rien dans les cliniques de médecine familiale. J'arrête là-dessus. Tout le monde. Donc, mon nom est Marie-Maud Couture. Je vais essayer de le faire comme un urgentologue avec une vitesse grand V. Donc, pour adapter ma présentation, on va savoir qui travaille dans des soins aigus auprès de patients qui pourraient avoir à consulter pour des conditions urgentes ou semi-urgentes. Vous êtes très discret. Donc, il y a peut-être beaucoup de gestionnaires aussi qu'on pourrait convaincre de la situation. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai la lourde tâche de vous parler de la situation, non pas de la crise climatique, mais de la crise des urgences. On en entend toujours parler. Alors, voilà, je vais vous parler de ce qui se passe. Donc, j'en parle à titre urgentologue, mais également présidente de l'Association des médecins d'urgence du Québec. Et je suis membre de Choisir avec soin Québec. Et mes champs d'intérêt, ce sont la pertinence, l'équité pour l'accès et la justice sociale. Donc, ça va teinter mon propos, évidemment. Donc, quoi de mieux qu'une réalité choc pour vous dire, en fait, c'est des statistiques canadiennes et québécoises pour vous dire la situation dans les urgences. Au-delà que les urgences sont congestionnées, vous allez maintenant comprendre qu'est-ce qu'on veut dire quand c'est congestionné. Donc, quand on parle de congestion, on parle beaucoup plus de civière. Donc, c'est un patient sur 10 qui attend plus de 48 heures avant d'avoir un lit à l'étage. Donc ça, c'est 48 heures passées à l'urgence sur une petite civière, un grand corps tout petit. Avec une augmentation de 1 heure de la durée moyenne de séjour sur 5 ans, malgré ce qu'on vous dira, on s'est amélioré 24 minutes dans la dernière année. Mais on a quand même perdu 1 heure sur 5 ans. Et c'est 10% des patients qui ont consulté plus de 4 fois dans l'année pour des conditions qui se ressemblent, donc des grands utilisateurs. 70% des patients n'ont pas d'accès en première ligne en 24 heures au Canada. Et le quart de la population n'a pas de médecin de famille et le Québec, en fait, est au même rang. Et ce qui fait dire donc que 23% ont accès à des soins en dehors des heures ouvrables seulement, pour ceux qui ont un médecin de famille. 12% des patients au Québec quittent avant d'être vus, et ça, c'est un grand enjeu, car on pense souvent que c'est des patients qui n'ont pas des conditions urgentes, mais non, les statistiques, j'ai réussi à avoir des statistiques 2024-2025, c'est 30% des patients qui ont quitté avant d'être vus par le médecin, qui ont une condition urgente, style douleur abdominale, céphalée aiguë, donc des conditions qui nécessitent une évaluation médicale, donc c'est énorme, ce sont pour nous des T3, donc c'est vraiment un enjeu de sécurité.
Et en 10 à 15 urgences ont fermé ponctuellement ou partiellement dans les dernières années au Québec, de manière visible, mais il reste toutes les fermetures invisibles qu'on ne parle pas, soit parce que vous n'avez pas accès, on n'a pas accès à voir le médecin dans un délai adéquat, ou parce qu'une section d'urgence est fermée et ça, on n'en entend pas parler. 40% des visites sont non urgentes et auraient pu être gérées ailleurs, et 10% auraient pu être réglées par des soins virtuels. Et là, on parle que des urgences. Et 10% auraient pu être évités complètement. Dans les dernières années, on a vu des études qui nous ont un peu réconfortés à l'idée qu'on milite sur le fait, sur l'impact du long séjour à l'urgence. Effectivement, les patients âgés qui passent la nuit à l'urgence ont un risque accru de mortalité, jusqu'à 2 fois plus de mortalité, et sans parler de tout le déconditionnement quand on reste longtemps à l'urgence. Donc, on dit souvent que les urgences sont congestionnées, le fameux palmarès des urgences de la presse, alors qu'on essaie de dire c'est la palmarès des hôpitaux, s'il vous plaît, c'est la congestion hospitalière qui est l'enjeu numéro 1, qui fait qu'on diminue le plus notre capacité, quand on n'a plus de marge de manœuvre, quand notre hôpital est à plus de 90%, donc quand nos patients sont en attente d'un lit à l'urgence, ça crée une salle d'attente qui est pleine de patients qui auraient besoin de civière, et donc beaucoup de patients qui quittent, ça crée le brouillard dans la salle d'attente, et ça, c'est un enjeu réel qui a été reconnu comme la cause numéro 1 de morbidité, de déconditionnement des patients. Et encore, faut-il se dire, c'est pas la faute des hôpitaux nécessairement, c'est la faute du système. Actuellement, ce n'est que le reflet que je vous présente, c'est un symptôme. Donc, peut-être la solution, c'est de ne pas se rendre à l'urgence, mais c'est plus compliqué que ça. Il y a quand même des patients qui ont besoin de soins. Donc, à l'urgence aussi, on est dans les salles d'urgence, il y a un paradoxe. On offre beaucoup de soins sous pression, des soins qui n'ont pas nécessairement de valeur ajoutée pour le patient et pour toutes sortes de patients, des patients qui ont des besoins non urgents, des besoins réellement urgents, alors que la mission numéro 1 de l'urgence, c'est quand même de donner des soins à des patients qui ont des besoins d'instabilité, des pathologies chronodépendantes. Donc, on se retrouve avec un paradigme, un paradoxe où les patients nous demandent, après 24 heures d'attente à l'urgence, je vous défie d'essayer de convaincre un patient qu'il n'a pas besoin de radiographie des poumons pour son rhume. C'est assez complexe, donc beaucoup d'examens inutiles, d'applications, de consultations évitables. On n'a pas accès à ce qui se fait dans les cliniques, on n'a pas le temps non plus de consulter, on ne connaît pas les patients. Et ce qui fait aussi une surutilisation, une surconsommation, et des patients aussi qui surconsomment parce qu'ils n'ont pas eu réponse, ils ont des moins bons soins, comme on l'a vu, une moins bonne satisfaction. Ce qui entraîne aussi une vulnérabilité sociale. Donc, on n'arrive pas à donner des soins, même de base, à des patients qui n'ont pas d'autre porte d'entrée que l'urgence. Beaucoup de clientèle avec des troubles de santé mentale qui, malheureusement, se retrouvent un peu dans la spirale du système où il n'y a pas de porte pour eux. Il y a un accès limité à la première ligne avec une absence d'alternative. De l'autre côté, pour les patients qui ont quand même des besoins urgents, peut-être se poser la question, on parle beaucoup de la surinvestigation, mais aussi ce qu'on parle moins, ce qu'on ne parle pas au niveau de la société, c'est l'escalade de soins, la futilité pour laquelle il existe très peu de littérature accessible. Et la mission réelle de l'urgence, on a parlé des pathologies chronodépendantes sous différentes formes d'acronymes ou de phrases clés choc à l'urgence. Donc, en un mot, dans une diapo, j'aimerais vous présenter la congestion réelle de l'urgence. On dit souvent que c'est la faute des patients, il ne faut pas aller à l'urgence. C'est faux. Ils ont un besoin. Ils ne savent juste pas si leur besoin est urgent. C'est à nous de le déterminer. C'est réellement le boarding time, le temps que le patient passe à l'urgence sur une civière en attente d'un lit, qui ça empêche l'accès finalement aux plus vulnérables, crée des délais qui sont immenses pour traiter les patients les plus malades, entraîne un déconditionnement, donc une spirale de la congestion, des patients qui ne ressortent plus de l'hôpital, et un brouillard de la salle d'attente, des patients qui quittent l'urgence avant même des fois de prendre le ticket pour s'inscrire au triage. Donc, les urgences sont passées d'un filet social, on veut garder cette porte d'entrée 24/7, à la soupape du système, donc quand tout déborde, quand il n'y a rien d'ouvert, c'est l'urgence, et malheureusement, ça a un impact sur la qualité, la sécurité des soins et l'équité d'accès. Donc voilà, je vous remercie. Bon après-midi
après-midi à tous. Claudette Trénérosi, je suis présidente de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement depuis quelques années. Puis en fait, peut-être que plusieurs d'entre vous me connaissent comme ça, mais je suis aussi médecin de famille dans un GMF universitaire dans Schlager-Maisonneuve à Montréal depuis maintenant près de 5 ans. J'ai eu un rôle de représentation des opinions des médecins sur les perturbations environnementales, un rôle un peu public. Puis en fait, souvent, on oublie que ma job principale, c'est d'être médecin de famille. J'ai eu plus de 800 patients à mon nom, puis c'est ce que je fais du lundi au vendredi la fin de semaine. Puis je travaille aussi à l'hôpital, comme hospitaliste à l'hôpital Notre-Dame. J'ai la chance depuis maintenant 3 ans d'être responsable de santé planétaire pour le département de médecine familiale, médecine d'urgence de l'Université de Montréal. On a beaucoup réfléchi, Stéphane a été présenté ce matin, il faisait allusion au groupe crise climatique et santé planétaire qu'on a au sein de notre faculté, mais on a eu la chance d'avoir un département et une faculté qui nous a ouvert beaucoup de portes en mode faites ce que vous voulez chez nous pour former les étudiants. Puis on a la chance d'évoluer dans un environnement académique où on peut tester des choses, puis je pense que c'est le fun parce que, en fait, moi j'ai fait ma formation à l'Université de Montréal, puis on m'a dit au cours de ma formation que c'était pas le rôle des médecins de parler d'environnement, puis là, ben, le vent a tourné. Fait qu'on me demande d'où vient l'espoir que j'ai encore aujourd'hui que les choses changent. Si on regarde les météos il y a 10-15 ans, on est drastiquement dans un environnement différent, puis c'est un changement qui s'est opéré, à mes yeux, assez rapidement, puis ben, le succès d'aujourd'hui est un peu une image de ça. Je vous présente en fait aujourd'hui des remarques, des réflexions sur le leadership qu'on peut avoir en santé planétaire en première ligne, puis ça marque toujours parce que comme je vous le disais, je suis une jeune médecin de famille, puis j'ai été beaucoup confrontée personnellement à des réflexions sur c'était quoi ma place, c'était quoi mon rôle social, puis comment conjuguer une portion un peu plus militante qui est basée sur les données probantes entre l'implication environnementale tout en répondant à des besoins populationnels. Puis en me rendant compte, en fait, que dans la majorité des sphères de discussion où j'allais, quand on parlait de réduction des soins, des soins mon lapsus, ça en dit beaucoup, mais quand on parlait de la réduction des soins, de l'empreinte environnementale des soins de santé, la majorité des discussions est tournée sur les hôpitaux. Puis je travaille très peu dans un hôpital, la majorité de ma job est dans une clinique, puis souvent je me suis moi-même sentie un peu à l'écart de ces conversations-là parce que la structure de nos horaires, la structure de nos cliniques fait en sorte qu'on n'a pas les mêmes réalités, puis des fois les projets très concrets qu'on peut voir en salle d'œuvre, ça s'applique différemment dans le contexte de la première ligne, et d'autant plus œuvrant dans un climat politique particulièrement, je vais parler pour ce que je fais là au Québec, toxique, dans lequel on a de la misère à former une relève, à attirer les gens, puis à démontrer notre plus-value quand on se fait descendre constamment dans les médias, puis qu'on se fait peindre comme des gens qui ne sont pas responsables socialement. Et je vous présente un peu des remarques comme ça. Moi, je pense un peu de la double responsabilité qu'on a dans le réseau, qui est à la fois celle de réduire notre empreinte environnementale. C'est important de se décarboner. Ça passe de différentes façons. Évidemment, beaucoup par la pertinence clinique. On dit souvent, la majorité, il y a le terme de ce qu'on fait, qu'il y a peu de valeur ou pas de valeur. Mais aussi par la prévention, la promotion du réseau de la santé. Puis ces gens le disaient très bien, c'est très peu intéressant d'un point de vue politique parce que ça donne peu de gains dans des espaces très rapprochés, puis ça donne un bilan des fois un peu plus flou à présenter aux électeurs, mais on sait que ça réduit la facture environnementale. Puis ben, malgré tout, ce qu'on fait, on a quand même un devoir d'adaptation puis de développer une résilience face aux différents défis qu'on est confrontés. Et là-dedans, ben, j'inclus évidemment la formation des professionnels de la santé et des apprenants. Un des défis que nous, on a beaucoup eu, qu'on a voulu former les apprenants, c'est que nos médecins nous disaient « mais j'ai l'impression que les jeunes en savent plus que nous, j'ai besoin d'être accompagnés ». Puis on a dû faire un peu un step back puis d'aller former les profs pour que les profs se sentent plus outillés, plus compétents d'avoir ces conversations-là avec les étudiants. Puis il y a tout en fait le volet de communication aux patients. Donc, on a une double responsabilité qu'on a peut-être peu prise ou pas assez pleinement. Je pense que ça a été dit ce matin, mais ça vient aussi d'un manque, à mes yeux, de directives très claires, alors qu'on voit dans d'autres régions dans le monde où il y a des réseaux, entre autres en Angleterre, qui ont été peu subtils dans leur volonté de réduire leur empreinte environnementale. On n'a pas vu ce même type d'élan structuré, alors qu'on voit plein d'initiatives comme celle menée par Synergie Santé Environnement puis l'Association québécoise des médecins pour l'environnement. En première ligne, évidemment, il y a énormément de barrières à tous ces beaux rôles auxquels les responsabilités j'attribue au réseau de la santé. Je vous en ai mis quelques-uns qui
qui m'ont fait, qui ont été faciles. Il y en a probablement multiples autres, mais comme médecin de famille qui travaille dans un quartier défavorisé de Montréal, qui est confronté à un manque de verdure, des eaux de chaleur, de la pollution, de l'industrie, puis un manque de planification urbaine, des enjeux, j'en vois régulièrement. Le travail administratif en première ligne est infini. C'est pas reflété dans ce qu'on fait, dans les heures de travail. C'est du travail invisible, puis on en a parlé abondamment à l'automne. On se fait constamment interférer par des figures politiques qui savent ce qu'on fait, puis ils ne savent pas vraiment. En clinique, les médecins de famille font une variété de choses. C'est pas pour rien que c'est difficile à dire exactement ce que fait un médecin de famille, c'est qu'on est un petit peu partout puis nulle part en même temps. La pression de performance, elle est immense parce qu'on nous attribue beaucoup de l'échec de prendre en charge des gens. La reconnaissance politique publique ne suit pas. Encore aujourd'hui, on voit des articles dans les nouvelles qui disent qu'on est juste à l'argent. Ça devient lourd à m'amener de toujours porter ce fardeau-là. On manque de temps, il y a une surcharge cognitive, les besoins sont infinis. On mentionné, les patients sont de plus en plus vieux, de plus en plus malades, ils ont de plus en plus de demandes. Puis quand il y a une surcharge d'informations sur qu'est-ce que peut être ton problème de santé, on n'est plus dans une relation où le médecin sait tout et dit à son patient, on est beaucoup plus dans une perspective d'échange et de collaboration, ce qui a des bénéfices importants, mais qui prend plus de temps. Puis bon, ben, la majorité, on espère tous avoir une certaine forme de balance. On parle beaucoup de performance, on est porté beaucoup vers... fait plus l'envie, c'est fun de respirer un peu dans sa vie. Puis je pense que tout le monde peut espérer faire ça, mais ça vient avec des fois l'impression que les médecins de famille aujourd'hui travaillent moins. Puis là, ben, on peut blâmer les... Je fais l'exemple de ça, mais j'ai une jeune famille, pour moi, c'est important d'être chez nous le soir. Je prends par contre le pari, puis c'est là que je m'en vais, que si on donnait les outils nécessaires à la première ligne, elle pourrait jouer un rôle beaucoup plus fort que ce qu'on lui donne actuellement, qu'il n'y a pas grande personne meilleure sur le terrain qui voit les effets concrets pour prendre ce leadership-là. Nous, ce qu'on a appris dans les dernières années, puis je vous résume ça rapidement, les défis, il y en a plein, des défis dans la complexité de l'éducation médicale, le manque de ressources, le contexte politique difficile, puis un système qui est relativement rigide et lent. Ce qui a fait la différence dans ce qu'on a été capable d'accomplir, je pense qu'il y a le fait qu'on sait qu'on fait la bonne chose. Et cette motivation-là, il faut l'entretenir, mais la force du pourquoi, il n'y a pas grand monde qui sont capables de la maintenir autant que des médecins et d'autres gestionnaires comme vous et moi qui voient les retombées. Une chose qui a aussi fait beaucoup la différence, c'est quand on a commencé à référer à notre propre code de déontologie, du moins pour les médecins, qui dit qu'on a le devoir primordial de protéger, de servir la population, tant sur un plan individuel que collectif. Ça a changé un petit peu la conversation. Deux autres éléments que je vais mentionner, parce que des fois on me demande comment vous avez réussi, au moins à l'université, de faire autant de changements rapidement. Le fait d'être capable de jouer dans multiples environnements, autant dans l'écosphère médiatique que dans le monde du communautaire, de l'éducation non formelle, que de la recherche, ben, ça nous donne des outils pour porter ce message-là de différentes façons, puis ça fait en sorte qu'on génère des tractions à différents niveaux. Dernière diapo, parce que Mère m'a dit après 3 minutes, il me restait 1 minute. Pour moi, il reste qu'on a un besoin urgent, si on veut que la première ligne joue le rôle qu'elle a à jouer dans le leadership qu'elle peut prendre, c'est des ressources et de la structure. En termes de structure, je pense qu'on s'approche de ça, entre autres avec les initiatives de la FMC, l'Association des facultés de médecine du Canada, mais d'avoir une intégration formelle dans l'éducation médicale et ces ressources-là soient partagées pour pas que chaque université refasse le travail que d'autres ont fait. D'avoir des espèces de santé planétaire pour les nuls, parce qu'il faut former les gens qui vont former les étudiants. Puis il y a 2 exemples qui me disent que quand on a une structure autour de nous, bien, les choses peuvent marcher. L'éco-score qui a été présenté par Stéphane Williams ce matin dans l'atelier en est un, puis bon, on pourrait reparler de prescrire nature. Puis en termes de ressources, un des défis, c'est que moi je travaille à temps plein, je suis pas libérée, c'est pas reconnu par le gouvernement ce que je fais. Puis si je suis pas clinique, ben, on me dit que je suis pas efficace. Fait d'être capable de dire que cet engagement-là a une valeur en termes de temps, une valeur financière, ben c'est comme ça qu'on va attirer du monde de qualité puis qu'on va promouvoir une durabilité dans ces rôles-là. Puis je pense que c'est le temps qu'on ait plus de positions de leadership qui sont valorisées adéquatement. Merci. Show of hands, were the speakers passionate enough?
I don't know if I should be wandering into this, but do people speak French faster than they speak English? I was just sitting there thinking the interpreters are just dying for me to get back out. My brain does not go that fast. Anyway, so I'm back. Can you apologize to them? Can you apologize to them? So I'm going to apologize. Okay, well, here's the good news. A few things that I learned. The things that we do which are good for patients, and the things which we do which align with excellence in care, and the things which we do which support the most vulnerable in our community are all good for the planet. So that's the good news. So I think that, and this was intentional. You know, I like to keep things light and not so dark, but there's problems. I mean, there's some problems, right? We did have a couple of pre-arranged questions, and I hope I don't go too far off the script here, but so there's all these problems. I just want to throw out to begin with, what would the first problem be that we try to address, thinking of all these things we just discussed? What would be the biggest thing that we try to address? Access. Yeah. Access. And share the mics. Je pense qu'on traite les soins de santé de la même façon qu'on traite un peu l'économie. On est toujours à la recherche de la performance. Puis dans la performance, en ce moment, on la mesure beaucoup par des indicateurs hospitaliers. Puis on tasse un peu d'autres indicateurs qui auxquels on pourrait avoir une valeur différente qui est peut-être moins monétaire. Puis, tu sais, des exemples très concrets, au Québec, en prévention, à peu près 3% du budget en santé est investi en santé publique. Si on regarde les recommandations de l'OCDE, on devrait être du 8 à 10% si on suit sur les meilleures pratiques. C'est évident que si toutes les ressources financières, humaines, matérielles sont constamment redirigées vers l'hôpital parce qu'on mesure le nombre de décès hospitaliers, certains cancers, etc., mais on occulte une partie de ce qu'on peut faire en amont. Puis ça nous oriente vers des décisions qui sont, à mon sens, très basées sur le court terme. Et puis ce qui fait en sorte qu'on est toujours en train d'essayer de grappiller en première ligne sans avoir pleinement les ressources. Puis en fait, les négociations au Québec à l'automne dernier, c'est un peu ça. Tous les médecins de famille, on est capable d'en faire plus, c'est de nous donner les ressources, puis les ressources n'ont pas particulièrement suivi. Je pense que ce qui est à faire le plus rapidement, c'est de changer un peu cette mentalité-là, de plutôt dire, arrêter de se poser comment on peut traiter les gens, mais comment on peut faire en sorte que les gens ne sont pas malades. Puis je sais beaucoup, il y a Michael Marmot, qui est un médecin anglais, qui a écrit la commission de l'OMS sur les déterminants sociaux de la santé il y a quelques années, puis il a dit, ça ne sert à quoi de traiter les gens pour les retourner dans un environnement qui les a rendus malades. Puis pour moi, c'est la meilleure question qu'on peut se poser, même dans une valeur écologique des soins. You said everything I wanted to say just in French. So, I completely agree. I was going to say we need data and we need to adequately track health promotion, return on investment, data and indicators. And I think it honestly comes down to my bias is I think it comes down to collaboration with public health and having a greater communication between primary care and public health as well as in a bit of coordination to help, I think, feed into one another. I think public health should be able to communicate with family medicine. Family medicine should be able to communicate with public health. And, you know, I think collecting the data that we need to then create the key performance indicators and the actual data that we need to emphasize prevention, because all of our data is on outcomes, and the outcomes are what, you know, exactly as Claudel said, gets the attention. And so I think I would love to see return on investment figures for, we invested this much into exercise programming, people exercise this much more, this is how we improved health outcomes, like just percentages. You know, you need business cases for prevention. So I think it comes down to data collection and then being able to advocate for that because you actually have the evidence and the economic measurements to back that up. De dire que tout le monde a besoin, c'est parce qu'on a un problème de santé qu'on doit avoir un médecin de famille. Je crois qu'il faut lutter un peu contre ça parce qu'on médicalise, on surmédicalise même la santé.
Les gens, des fois, viennent chercher une rassurance, viennent chercher du réconfort, viennent chercher un sandwich. Donc, ce n'est pas nécessairement le système de santé tel qu'il est actuellement. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment essayer. Et la gestion de l'incertitude, on ne l'enseigne pas à nos tout petits. Donc, c'est zéro tolérance au risque ou très peu de tolérance avec des gens extrêmement anxieux. Je dirais qu'on la vit beaucoup dans les urgences. C'est notre métier, faire de la gestion du risque. On n'en fait pas encore assez. C'est une des choses, je trouve, qu'on ne parle pas souvent. Donc, on pense que toutes les pratiques devraient être standards, devraient être parfaites. Dans aucune situation, on devrait avoir un échec, alors que c'est pas vrai, c'est pas cela. Je vais compléter mon commentaire sur l'accès aux soins. Si on veut que les soins primaires aient les effets qui ont été énoncés dans nos présentations, les effets d'amélioration de la santé et de diminution de l'empreinte écologique, il faut qu'on y ait accès. Et il y a un grand problème d'accès au Canada et au Québec en particulier. My question is around choosing wisely and having patients coming to you. I'm just curious to know from your lived experience what you're seeing in terms of misinformation and how much that is slowing your practice down with patients who are coming after having used ChatGPT, Google, and that sort of thing, and if it's causing a problem, and also what kind of solutions would be helpful. Tu vas répondre en français, est-ce que c'est correct? C'est une excellente question. Oui, les patients, en fait, il y a deux types de réponses. En fait, deux types de parcours. Il y a le patient qui a suivi les recommandations d'appeler le 811. On se comprend que ce n'est pas des patients qui sont instables, donc c'est des patients qui ont des conditions moins urgentes ou semi-urgentes. Donc, ils ont pris la peine de se faire une réflexion, d'essayer de trouver une alternative à l'urgence, parce que le message a percé dans la population que l'urgence n'est peut-être pas le meilleur endroit pour avoir des soins adéquats pour notre condition, mais c'est quand même souvent pour eux la seule porte d'entrée dans le temps qu'ils ont à investir dans leur inquiétude. Donc oui, ils ont fait cet appel-là aux alternatives, souvent avec un échec, soit ils n'ont pas attendu ou ils n'avaient pas la possibilité d'attendre. La deuxième chose, c'est oui, les patients ont fait des recherches. Est-ce qu'ils nous le disent spontanément? 2 fois, ils utilisent l'intelligence artificielle et moi, je suis contente de ça, car je trouve que ça, malgré toutes les difficultés, ça augmente un peu la réflexion du patient, ça le responsabilise, pas toujours de la bonne façon, face à leur santé, leurs problèmes de santé. Est-ce que ça génère de l'anxiété? Je crois que c'est ça le gros enjeu. C'est pas qu'ils ont accès à l'information qui est erronée, qui est fausse, ou en fait, je crois qu'ils ne sont pas des fois en mesure de faire la différence entre leurs symptômes et la réalité. Donc, il y a souvent je dirais, si on avait une couche de rassurance, il y a beaucoup des patients, il y a énormément d'anxiété qui se camoufle derrière toutes sortes de symptômes. Je crois qu'ils n'auraient pas besoin de voir le médecin en première ligne, ils n'auraient pas besoin de voir le médecin tout court, ils n'auraient pas besoin de voir certains professionnels s'ils avaient accès à cette gestion d'incertitude. C'est un peu ce que j'ai réussi à dire en fait. I'm barely keeping up with this. Okay, I'm from Saskatchewan and I blame that education system. I'm trying. Duolingo speaks. It's worse in Ontario. Yeah, that's 100% Saskatchewan. Anyways, okay. I'm seeing a lot more people come in with preconceived notions of what they diagnose themselves with. And it takes a lot of eliciting their personal illness experience. So in my medical school at Saskatchewan, we called it like fifing, like F-I-F-E. So what are your feelings? What are your ideas about the situation? How does this impact your function? And what are your expectations? And I really lean back on that when I feel like they're coming in with a preconceived idea. And you know, I ask about their source for research, and I think like it takes time, which is the issue. Is like often this layer of added misinformation is like you deconstruct it. You have to understand where it comes from. You have to reassure them and like not judge them and like establish rapport again, and then really rely on that trusting relationship. And I think that's honestly, it's another crisis coming up with the increased need for walk-in medicine and increased need for urgent or emergent care visits, where people don't have that pre-established relationship with a physician and that trust isn't there to counter that misinformation. And so there is a rise of misinformation, absolutely. And the CMA is really, I went to a recent session that they held on a survey that they did on the perception of misinformation and where patients get their health information online. And even though a majority of people go to AI, a lot of people don't trust it, and so they still come to the doctor with it. So they come to you knowing that they've looked it up themselves, but there's something that they still need reassurance about. And I think it's really just directly understanding that now people are coming in even more informed than they used to be,
and it makes less sense than it previously did sometimes. I think somebody came in and they had like leg pain, and they're like, do I have a blood clot in my lung? And I was like, no. No. Like, I was like, how did you get that? He's like, hey, I told you to ask you. I was like, okay. So you just really have to understand what they're worried about. Like, really, like, what is concerning you today? But I do think that, you know, people still understand that there's not correct information and not necessarily making their own decisions, and they still come to the physician for that, and that trust is really important as well. I'm going to jump in now because we have about 4 minutes left. And there's a woman patiently waiting over there. So we'll do a 30-second question with a 30-second answer, see if someone can pull that off. And of course, you can come up and chat with people afterward. And then each of you will have about 30 seconds to give like your, you know, elevator pitch. End of day. Great, I'm happy to after that. Fiona Hanley from the Canadian Association of Nurses for the Environment, and I wanted to have your reflection on, because we've been talking about doctors, the role of nurses, and specifically nurse practitioners, in primary care, because I think everybody in this room is completely convinced primary care is the way to go, and nurses are, you know, coming up, so I'd like to hear your reflections on, you know, a response to your cri de coeur, really, and working in collaboration with nurse practitioners, specifically nurses in general and nurse practitioners. Thank you. I could summarize that by saying, bring it on. Is that a good enough answer? Bring it on. I've been working with nurse practitioners since 1996. I'm kind of aging myself here. Go ahead, Simon. Can I answer in French or you need to answer in English? French is fine. French, okay. So, j'ai vu passer la littérature sur à quel point les infirmières, et là c'était pas spécifiquement sur les infirmières praticiennes cependant, se sentaient concernées et impliquées dans la gestion de la surutilisation des ressources en médecine ou en soins. Et généralement, ils considéraient que ce n'était pas de leur ressort. Ce qui est malheureux parce que les infirmières ont un impact. Souvent, elles prescrivent à l'avance des ordonnances collectives, elles démarrent des tests, des investigations. Et je n'ai pas senti dans la littérature semble suggérer qu'il n'y a pas une conscience élevée en matière de surutilisation. Là, je parle de surutilisation, il n'y a pas d'impact sur l'environnement, mais pour moi, c'est le versant, c'est un autre versant de la même réalité. Fait que je voulais juste émettre cette littérature-là que j'ai vu passer maintenant. Ça peut être un sondage récent. Vous seriez plus en mesure que moi de commenter sur à quel point les infirmières praticiennes se sentent concernées par les enjeux climatiques. Okay, I'm going to have to get you to move into your final thing. But if you have a couple words on nurse practitioners, please go ahead. Non, mais en fait, je pense que la collaboration est essentielle. Pour moi, le défi revient à ce que Simon dit. Souvent, c'est des protocoles préformatés qui ne suivent pas les données probantes. Puis on le voit très concrètement dans entre autres, les suivis de dyslipidémie en prévention primaire, où on a des données de choisir avec soin qui dit qu'on n'a plus besoin de répéter le bilan lipidique si on a une statine en prévention primaire. Et malheureusement, même si je l'écris sur mes ordonnances, quand je transfère des patients, des infirmières pour faire le suivi de maladie chronique, c'est fait aux 6 mois, aux 12 mois, parce que c'est dans l'ordonnance de l'INES. On faisait la réflexion, quand j'ai eu la médecin qui a reçu le prix pour les circuits réutilisables en anesthésie, qui disait que ça a pris 2 ans et demi. On a eu les mêmes défis quand il a fallu dire à l'INES que les pompes avaient un impact environnemental, alors que l'énoncé dans le document était qu'on n'avait pas de données pour soutenir ça. Il a fallu négocier, puis je pense que tant que les ordonnances collectives qui permettent le travail dans la collaboration qu'on apprécie ne suivent pas, il y a un enjeu de conscience à développer, puis c'est pas la faute des gens qui sont sur le terrain, c'est ce qu'on leur force à faire, puis malheureusement, je pense que nos infirmières nous disent qu'ils sont pris dans les ordonnances, puis ça ne correspond pas à la qualité nécessairement qu'elles veulent offrir, puis ils sont soumis à des pressions qui n'ont pas de bon sens. Fait qu'on met un investissement dans qu'est-ce qui vient d'où comme organisation, comme ordre, puis c'est un peu la... J'arrête là-dessus. Okay, so we have like 15-second final pitch. Yeah, whatever you'd like to say. Alors, merci tout le monde d'être là. En fait, peut-être la seule chose que j'aimerais mettre en lumière, c'est la gestion d'incertitude. Gestion d'incertitude, les messages sur le répondeur qui disent ça ne va pas à l'urgence. Si on peut au moins enlever ça, je crois que ça aiderait beaucoup. Parce que si une fois le patient se rend à l'urgence, il se déconditionne, la spirale de la congestion, on se tire dans le pied, on ne donne plus accès aux moins vulnérables. Donc, je crois d'accepter un petit peu de risque pour notre population et le risque zéro n'existe pas. Okay, thank you all for being here today. I want to leave you with, I think,
my motto that prevention is decarbonization, as we talk about decarbonizing healthcare, and that my reflection that, not my reflection, oh my gosh, this is by Burkow, that politics is nothing but medicine on a larger scale, and that oftentimes I think we have to look at politics to really understand what's happening in our healthcare systems, and being conscious citizens and engaging where we can and collaborating where we can is going to be essential to creating healthier outcomes for everyone. J'ai déjà mené des études, j'ai sondé les patients en salle d'attente dans les urgences pédiatriques au Québec et 70% des gens qui se trouvaient dans les salles d'attente disaient « J'aimerais bien mieux être ailleurs, j'aimerais mieux être dans une ressource de soins primaires. » 70% c'est énorme. Alors considérant ce que je vous ai dit, en soins ambulatoires à l'urgence, les gens seraient mieux traités, auraient de meilleurs résultats de santé, une meilleure expérience, des moindres coûts, un moindre impact environnemental s'ils étaient en soins primaires. Alors il faut augmenter l'accès aux soins primaires à ces clientèles-là. Je vais reprendre une des questions qui a été posée avant, mais pour moi, l'important est un accès, évidemment l'accès, mais un accès à des ressources publiques. La question de Sarah, je pense, sur l'intelligence artificielle, pour moi, le défi principal, c'est des patients qui ont une insatisfaction plus grande quand on leur prescrit des choses et qui reviennent avec des attentes un peu démesurées parce que s'ils payent 500, 600, 700 $ dans une clinique privée, ils vont avoir une feuille cochée de tous les laboratoires possibles, puis là, c'est anormal, puis ils viennent en clinique de médecine familiale pour qu'on gère des bilans qu'on n'a pas prescrits nous-mêmes. Mais ça arrive fréquemment, puis je pense que tant qu'on n'offre pas un accès de qualité dans des soins de santé publique, on va naviguer avec cette dualité-là, puis je pense que c'est un des grands défis auxquels on doit répondre, c'est la qualité d'un système un système de santé public fort en santé qui est adéquatement financé et de contrer un peu cette pression d'un système de santé en parallèle privé qui coûte plus cher d'un point de vue de coût et environnemental, puis ça on le voit dans toutes les données. Thank you so much for that. And if anybody out there has all the answers, they're just sitting there thinking this is so simple, come on up and tell me. Thank you again. Yeah, take care. Organizations as well, who play a really important role with regards to procurement. A couple of key terms that we're going to talk about. The first is climate mitigation, and the second is climate adaptation. So from a climate mitigation perspective, we're talking about emission reduction, so whether that is related to things like, for pharmacy specifically, inhalers, anesthetic gases, deprescribing, medication waste, and then for climate adaptation, we're trying to protect pharmacy services and protect services as a whole. So that includes areas like disaster planning, heat and medication management, making sure that our patients are stable, heat and medication integrity, making sure that the medications are stable with extreme heat. And a lot of that overlaps with procurement with regards to the communication between pharmacy professionals and other groups. So you have individuals, technicians, managers who are basically ordering medications for the use of hospitals and community pharmacies. And then you also have these lovely relationships between, for example, individual hospitals and organizations like group purchasing organizations, which will be addressed later on. So a lot of really cool collaborations here. And if you work in a hospital setting, one great way to think about procurement as well from a medication standpoint is to ask your pharmacy team about their specific relationship with procurement. One thing that we're really proud of, Canada was also a part of this as well, the International Pharmaceutical Federation, they represent pharmacy on the global level. So think of WHO for health, FIP for pharmacy, they represent 4 million pharmacy professionals. They passed their first ever climate policy in 2023, and Canada was absolutely a part of that as well. And they had specific recommendations for every area of pharmacy, community, hospital, academia, etc., but also for procurement. And they had specific recommendations for both mitigation and adaptation, including areas like benchmarking sustainable procurement criteria, centralizing processes, having data available, and thinking about specific areas of pharmaceutical pollution, and then also looking at diversification with regards to climate adaptation in order to reduce shortages as well. So a lot of really cool stuff. There was also a separate area on industrial pharmacy too. I don't have time to go through all of it,
but there's a handy QR code here, which is really cool, which you can scan. The last thing I just want to mention is that the Belém Health Action Plan got passed at COP30, which was very exciting. One advantage of having pharmacy professionals as well involved is now what's happening is that an international group of climate pharmacy professionals are actually looking at the Belém Health Action Plan and looking at each recommendation and seeing what are the potential areas of application for pharmacy-specific bodies. But I do want to mention the Belém Health Action Plan just because there's some great recommendations with regards to digital technology, with regards to sustainable supply chains, with regards to sustainable criteria, with regards to data. That is really important here too, and there's another QR code as well, which links directly to the Belém Health Action Plan as well. I'll mention that there's a whole bunch of groups that are working on this, both from a pharmacy perspective as well as a wider healthcare provider perspective. I just reposted something on my LinkedIn yesterday or today, all the days are blurring together, on a cool supply chain report, which if you're overwhelmed by this area, this is a really cool report to go to. Just search healthcare without harm, low carbon climate resilient supply chains, and it will give you like a 10-page-ish report on exactly what needs to be focused on within supply chains. Thank you. So as you see, we wanted to make it short for you in the afternoon, short snippets, you get something away, you see the people, connect with them on LinkedIn, and then you can continue the conversation. So with setting the scene, building the bridge between procurement and pharmacy, now let's look into what does it mean in practice. So as said, we have many different panelists here today sharing examples, tools, learnings, and this is what we will dive into now. And to start with, I'm very happy to welcome Geneviève, the hospital pharmacist at CHU Saint-Justine. And Geneviève will be sharing practical wins, lessons learned from their EcoCMTB project, highlighting very concrete actions of how they made things come true. And I am very grateful, Geneviève, for your very activist and passion-driven approach. So let's go. OK. Bon, ben, ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous parler. En fait, mon défi aujourd'hui, c'est de rentrer en 5 minutes, ce que je fais habituellement en 45 minutes, 1 heure, mais on va la voir. Donc, nous, dans le fond, à Saint-Justine, en 2018, on s'est lancé un défi de devenir la première pharmacie hospitalière éco-responsable. On a commencé en 2018, puis en 2020, on avait atteint notre objectif et qu'on était vraiment fiers. Aujourd'hui, dans le fond, en 5 minutes, je veux juste essayer de vous passer 3 messages. Si jamais vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à m'arrêter tantôt quand on aura plus de temps. Premièrement, je pense que vous le savez, on est dans la crise climatique, fait que je pense qu'il faut qu'on arrête de se dire que quelqu'un d'autre va s'en occuper à notre place. Je pense que comme professionnels de la santé, on est tous dans le même bateau, donc on n'a pas le choix de faire quelque chose. Puis vous avez probablement vu les mêmes statistiques que moi, là. Le Canada, malheureusement, se réchauffe 2 fois plus vite que la moyenne mondiale, puis on s'attend d'ici 2030, ça c'est dans 4 ans, guys, donc 250 000 décès supplémentaires par année seront causés par les changements climatiques et malheureusement, le système de santé y contribue. Depuis 2016, là, on voit que les systèmes de santé ont augmenté leur contribution de GES de 36%. Deuxième message que je veux lancer aujourd'hui, c'est que souvent, on va se faire dire « Ah, j'ai pas le temps, c'est difficile, comment qu'on fait, comment que concrètement, parce que des fois, comme on disait, on va à des conférences, on a plein d'idées, puis après ça, on arrive sur le terrain, puis mon Dieu, qu'on a des embûches. Faut pas lâcher, comme Dr. Lavallée nous le disait tantôt, là, ça a pris 2 ans avant d'avoir ces circuits réutilisables. Il faut vraiment persévérer, il faut avoir la tête dure, il faut être très motivé aussi, mais c'est quand même facile de le faire. Puis, n'oubliez pas que chaque action compte, tout s'additionne à un moment donné. Fait que tantôt, je parlais avec une pharmacienne dans un centre hospitalier qui me disait bon, c'est difficulté, mais des fois, c'est de commencer petit pour arriver peut-être 1 an ou 2 plus tard avec quelque chose de gros, de big, où tout le monde va embarquer dans le même bateau. À l'hôpital Saint-Justine, nous, à la pharmacie, on a mis sur pied depuis 2018 à peu près une 40aine d'actions ou d'activités éco-responsables. Maintenant, on a quand même l'appui de la direction. Il y a des éco-CMDP qui se sont faits, des comités anti-gaspillage, des comités de soins durables qui nous ont vraiment aidés à mettre de l'avant
plusieurs actions, pas juste au département de pharmacie. Là, maintenant, ça déborde, c'est rendu dans tout l'hôpital, c'est vraiment trippant. Puis, il ne faut pas oublier aussi qu'on est quand même bien accompagné ici au Québec avec des associations vraiment mobilisantes, motivantes aussi, comme l'ACME, ils sont ici aujourd'hui, le Propulsion Éco-Soins. Tout le monde peut y adhérer, puis ça donne un paquet d'idées là-dedans aussi. Mon troisième message, c'est juste pour dire que, parce que j'ai pas le temps d'aller dans le détail de nos 40 actions qu'on a faites, là, c'est tellement varié, puis ça va de plein de choses. Je vais vous montrer des images un petit peu tantôt. Ça traduit un peu mon troisième message, ce que Dr Lavallée disait tantôt, tu sais, veut pas quand on commence à faire des actions éco-responsables, à avoir des approvisionnements pharmaceutiques plus éco-responsables, c'est un win à 3 niveaux, là. Tu sais, vraiment, nous, à la pharmacie, on l'a vu, on le voit dans l'hôpital aussi, dès qu'on part des actions éco-responsables, non seulement on va diminuer notre empreinte, mais aussi on va diminuer des coûts. Tu sais, juste ici au département de pharmacie, c'est plein de petits chiffres comme ça, mais si on les additionne, tu sais, tantôt je parlais avec une autre pharmacienne d'un autre secteur qui me disait comment tu finances ton Go Zéro? Ben c'est facile, je le finance parce qu'en réutilisant mes aérosols, j'en prends plus 7 000 par année, j'en prends 3 000, boum, 10 000 $ ici. On a réduit nos tailles de sacs pour emballer nos médicaments. Tiens, j'ai un autre 5 000 $ ici. On a réduit nos impressions d'étiquettes. On a réduit nos utilisations de papier, nos utilisations de plastique. Donc, ça me permet de financer, mettons, des actions qui ont un certain coût, puis qui nous permet d'avoir ça. Ici, c'est juste pour dire que depuis 2021, on a détourné à peu près au-delà de 4 tonnes de matière plastique des sites d'enfouissement. Évidemment, on a misé sur la réutilisation, sur le réduire, sur le réutiliser. Là, on sait que le recyclage, c'est vraiment plus à la fin. Fait que c'est vraiment de repenser nos façons de faire. C'est vraiment aussi de, comme je disais tantôt, des fois on peut établir des petites actions, puis après ça, y aller avec des plus grosses actions. Si jamais ça vous intéresse, ce qu'on a fait au Sainte-Justine, il y a une chronique que vous pouvez aller lire. Aussi, comme je disais tantôt, c'est plus juste au niveau de la pharmacie, c'est vraiment avec nos médecins, on fait des communications, le bon usage des gants, comment réduire le gaspillage des fournitures aux unités de soins. C'est fini le temps où on se met 4-5 papillons dans la poche puis 3-4 fringues de saleté. Faut qu'on change nos façons de travailler, nos façons de voir nos soins. On a récemment, comme je disais tantôt, on est à peu près à une 40aine d'actions, mais on continue. Récemment, on a passé notre commande avec Frais de Solutions, une compagnie de chez nous, locale, québécoise. Donc, on va utiliser des bonnets, des couches-chaussures, puis des jaquettes qui vont être lavables. Donc, on n'aura plus d'équipements de protection individuelle jetables. Il y a les compagnies pharmaceutiques aussi, il ne faut pas les oublier. Souvent, on les pointe du doigt parce que, bon, malheureusement, ils génèrent beaucoup de déchets, mais il y en a quand même beaucoup des compagnies pharmaceutiques qui font des efforts pour aller vers les formats ready to use, où on a moins de matériel, moins de manipulation pour le staff infirmier, plus sécuritaire aussi. Ça, c'est une autre initiative qu'on a partie à l'automne passé. C'est pas tous les médicaments multidoses, malheureusement, qui ont des sauts d'inviolabilité. Donc, on a mis ça sur pied au département de pharmacie. Ça nous a permis vraiment de réduire le gaspillage au niveau des médicaments. Donc, on essaie de travailler avec les compagnies pharmaceutiques pour essayer de les sensibiliser à ça. Mais en attendant que le virement se fasse, on a commencé de notre côté à mettre des sauts d'inviolabilité. Donc, voilà. And as you can see, there is a lot to be taught. Thank you. I think it's a really good pep talk, Geneviève. I'm sorry for putting so much pressure on you, but these are the people you need to talk to. If you want to know where to start, Geneviève, I think, is a good example. And I'm curious, looking quickly. So, Jaleesa, coming back to you, looking into how you try to do this and what kind of climate mitigation and adaptation strategies you have been looking into to actually create that link. Okay, so at the beginning of the talk, I was a little bit more general and talked about these fancy frameworks and said, oh, these are the types of things that you can look into and just scan these QR codes as well, just to show the general area with regards to pharmacy professionals and sustainable procurement. However, now, I think Geneviève, I want to give another round of applause for Geneviève, by the way. She's done some incredible work in sustainability within hospital pharmacy green teams. Kathy has connections with so many different green teams across the country, and
the work of Saint-Justine is one that is really, really incredible. So on a broader scale now, thinking about, okay, the individual hospitals, and now thinking about multiple hospitals and their connections with pharmacy and with procurement agencies, what are the different areas that we can actually focus on? So from a mitigation perspective, there's been a lot of discussion on inhalers, like Geneviève was mentioning, as well as anesthetic gases. So there's been discussions on the hospital pharmacy level on things like desflurane, nitrous oxide, with inhalers looking at MDI to DPI switches. And then there's been really interesting conversations between these pharmacy groups and wider procurement bodies about, oh, you know what? Can we think about dose counters? Can we think about inhaler wastage? Are there opportunities to recycle inhalers? So those conversations really are quite magical. Another area is medication wastage. And so my part-time job, I'm part-time climate and part-time oncology pharmacy. And oncology pharmacy people get stressed about the cost of medication wastage because some of these medications can be very, very expensive. So when you're trying to reduce wastage then within rounding and looking at vial size and looking at dose banding, there's a lot of really interesting areas of discussion then with procurement as well. And then finally, life cycle analysis and emissions. A lot of pharmacy professionals now are very, very interested in emissions, the entire life cycle, from development all the way till manufacturing, use, and disposal. And they're asking their manufacturers, do you guys have data? And amazingly, the group purchasing organizations are a great group that basically interface between the manufacturers and the individual hospitals. So they're able to raise their thoughts and their questions accordingly. The last area with regards to, so I've talked about Go Zero and dose banding. Ready-to-use medications is also a really big one as well, where some companies are now starting to look at medications where the syringe is already has the medication in it, and all you have to do is give it. And then in some cases, you have savings with regards to environmental sustainability here as well. CAFE has done some great work with other organizations like I think Health Pro was there and a few other groups, the Canadian Pharmacy Association, in terms of eliminating certain paper monographs for that are attached to those medication bottles, but you guys don't see them in hospital because what happens is the tech receives them, takes the bottle out, throws away the paper, and then does unit packaging and basically sends the medication to the floor. So for medications that are specifically used in hospital, there's now been a pilot with Health Canada to take away 10 monographs. So an area of advocacy, if there's one message I would say, in terms of areas of advocacy, then I would say transparency on data and actually having standardization of data is really important. In terms of adaptation, everybody is worried about drug shortages, and understandably so. And when you have an extreme weather event that hits anywhere, you can have a drug shortage overnight. So diversification is really important. Thinking about the different types of strengths and tablets and capsules that are available. Also, disaster planning policy is a really big one within procurement on the central level, but also disaster planning as a whole from a procurement perspective as well. So a couple of things that we've done, we have looked at heat and medication management. What are the kinds of monitoring parameters that a particular medication would need in terms of if it's really hot outside and a patient is in a warm environment, what kind of monitoring would they need, medication integrity specifically, and then also, again, continuing communication around how do you reduce drug shortages. Really emphasize the two areas of advocacy I would say is one, medication integrity stability data at different temperatures, really important, and second, disaster planning. Very, very important throughout the entire cycle, but in particular within procurement. Thank you. So you get the drill, right? So now we're moving back into how does it look like from a procurement perspective with Rachel Ford, the Director of Sustainable Procurement and Supplier Relationships, that will talk us through how Health Pro Canada is taking that into account and making measures actually from group purchasing organizations to bring it into hospitals.
Thank you for having me. So, as Elisa said, I'm Rachel Forth, Director of Sustainable Procurement and Supplier Responsibility at Health Pros, which is a group purchasing organization for Canada's hospitals. Today I'm going to walk through how procurement, who's often seen as a back-end function, can actually be one of the most powerful levers to drive sustainability in pharmaceuticals. I'll share a bit of our journey, how we embedded sustainability into procurement, and some real-world impact that we're seeing. So our journey, so we talked a lot about today about never waste a crisis. I want to start with a moment that fundamentally changed how we at Health Pro Canada approach procurement. In 2021, a CBC investigation uncovered forced labor practices at a glove manufacturer in Malaysia, one that was under contract in our supply chain. What we revealed was deeply concerning: unsafe working conditions, excessive overtime, and workers trapped in debt bondage. It wasn't just a reputational issue for us. This was a clear failure of visibility and accountability in our supply chains. Forced us to step back and ask, how could this happen? And what is our role in preventing it? So that moment shifted our mindset. Sustainability couldn't be a nice to have, it had to be embedded into procurement. We have an opportunity to steer the market. By embedding sustainability into procurement, we're signaling to the market the value and importance that sustainability practices in Canadian hospitals and play in our supply chain. So procurement is often seen as a gatekeeper, but I think we need to see it as a gateway. So what we realize is that procurement decisions directly influence supplier behavior. If we don't ask the right questions or measure the right things or set expectations, then nothing changes. So we moved from a reactive approach to a proactive one, embedding sustainability into how we evaluate suppliers. So we took a structured approach to embedding sustainability across procurement. First, in our governance. Sustainability is embedded in how decisions are made. Sustainability is not treated separately. We changed our organizational bylaws to reflect the importance of ESG. And Health Pro Canada received its B Corp certification in 2024. And now our board and employee-facing policies are tied to that B Corp certification. So second, collaboration. So we've established 2 strategic advisor committees, sustainability committees. Our member-led sustainability committee and our supplier-led sustainability committee. Both of these committees have helped shape practical market-informed priorities, as well as our evolving RFP scorecards. Third, standardization. So we hold suppliers accountable with our ESG scoring requirements. We integrate a sustainability scorecard into every single RFP that we run at Health Pro Canada, and we run hundreds of RFPs annually. We meet suppliers where they're at in their sustainability journey, and we reward continuous improvement. Fourth, global alignment. So we're working with our European partners, Health Pro Europe, to align on consistent criteria globally as well, to make it less burden on our suppliers in their supply. So the goal is simple. We want to make sustainability part of the decision and not an afterthought. Okay, so did you know that 100 doses of an aerosol inhaler are the equivalent of a carbon footprint, 130 kilometers of a gas car journey? So we developed an impact assessment tool, which is one of the most effective ways we're driving change by giving decision makers better data. So this tool looks at current hospital usage of inhalers and models lower carbon alternatives. Importantly, this isn't about forcing change, it's about enabling informed decisions. This is a snapshot of our impact assessment tool, so it helps hospitals visualize the environmental impact of their choices while still considering cost and clinical appropriateness. So since releasing the tool, we're already seeing meaningful impact. Since launching the tool, we've seen a 165% increase in lower carbon propellant-free inhalers, and at the same time, higher emission inhalers have declined by 60 to 25% in key categories.
So really that just shows that when you provide transparency and data, the behavior shifts without restricting choice. Okay, and anesthetic gases, so we're seeing similar results in other areas like anesthetic gases. Through procurement and clinical collaboration, we've achieved a 50 to 60% reduction in more harmful gases, so the move from desiflurane to sevoflurane. And this is a great example of procurement, clinicians and suppliers working together towards a shared outcome. So if there's one thing I'd leave you with, it's that procurement is one of the most powerful levers for system-wide change. We sit at the intersection of suppliers, clinicians, and decision makers. When sustainability is embedded into procurement, it scales quickly and meaningfully. And ultimately, it's not just about reducing the impact, it's about the small steps that lead to building a more responsible, resilient healthcare system. Thank you, Rachel, and I really must say you've all been so great in trying to make sure that we can keep that here short and sweet, but get the main messages across. And Cara, I would love to hand over to you. So Cara is the founder and CEO of MedReady, and she will share, based on her experience, on how actually automated dispensing units made a change. You can sit there and just take the mic if you want. Hello? Okay, great. Hi, everyone. Yeah, I'm actually here to tell, for this particular part of the presentation, just tell the story. I've spent about 15 years now in healthcare sourcing, and prior to founding MedReady, which we'll talk about later. I actually worked in hospital setting with clinical teams in sourcing. And in this particular project, we were working on a $100 million operating room expansion in New Brunswick. And there were a lot of moving parts. There were hundreds of people on the team, and committee, of course, and capital infrastructure, architecture, pharmacy, IT, clinical. And one of the items I recall we needed to procure, and we had never bought it before, this was probably 7 or 8 years ago, was automated dispensing units. And Accreditation Canada, right, as a recommendation, you need to have these in the hospital setting. And so to meet those standards, but also as a result of building this brand new expansion, we wanted to make sure we had the most safest, leading edge technology to serve that patient population. And this was a huge undertaking. This took years. Believe it or not, just to kind of, share some details I think that might be pertinent is who's involved in these processes, right, in these decision processes. So it included, the pharmacy team, the directors, the managers, the pharmacists and technicians, as well as kind of the logistics team members that are ordering the medications. It included infection control, IT, because I had to connect to the HRIS system and internal, medical record system. It included biomedical engineering, service, maintenance, and of course the architectures in terms of the footprint and then the voltage requirements and how they needed to design the room. And there's just so many, and of course the nursing staff and the OR staff. So this is a large group of people, and we had never bought it before, and we had to engage in an RFI process to start and bring suppliers in, which took months to schedule, right? And then once we had the presentations, we learned, there was so much customization involved. You could actually customize the units 1,000 different ways. But one of the biggest objectives was to reduce dose error reduction, right, and medication management and reducing medication wastage. There were multiple decision makers part of that. And then the next part of the process was not only understanding the market and the options, what was Health Canada approved, CSA approved, but then developing all the evaluation criteria. How are we going to evaluate them in a fair and equitable manner while also, incorporating the latest innovations? I think it was a few years until they actually arrived. It was like a 12 to 18 month procurement process from start to finish, and then another 6+ months for manufacturing, the design, manufacturing, and then the delivery and installation.
And honestly, it was projects like this that ultimately led me to found my company, MedReady, which I felt there had to be a better way to develop the latest evaluation criteria. Sustainability included clinical outcomes, patient outcomes, factoring in all those other specifications, not just like what's the specifications and lost price factors, but total cost of ownership factors. And we'll speak about this later, but it automatically generates the requirements that you might want to consider when you're about to buy this latest technology that you haven't bought before. And because it gets quite a daunting task to figure that out and also, you know, adhere to trade legislation at the same time. So I think there's a lot of really interesting factors related to risk, legal, sustainability, and ultimately healthcare outcomes. But just kind of one of many examples when we're buying new innovative technologies, but want to apply sustainability to that as well. And I would say, Melissa, that brings it back to you. Namely in regards to how do we leverage collaboration so that collaboration doesn't happen in a black box, that we bring public and private stakeholders together and actually, well, implement change. Yeah. Do you want to come up here or you want to speak from there? I'll speak from here if that's okay. You want me to put your slides on? Yeah, we can do that in a minute. So maybe I'll just start by saying, so we've talked about some cases and some case studies in some direct areas. When we're talking about sustainability globally, there's not a single agenda today, not with the UN, not with governments, not anywhere in any industry that does not have identified procurement as the main stakeholder to be there to implement it. That being said, procurement professionals are being asked to know about everything in every region, to anticipate. You know, somebody was telling me a story about this building, how it's one of the top buildings from a sustainability perspective, and there was still a mistake made with some of the boilers that were put in this building because that wasn't considered when it was built. So the same as in healthcare, individuals are driving the change. Individuals here, being in this room, your thinking, your processing is really critical to move this agenda forward. It's the same thing with procurement, and they don't know what they need to know and they need to depend on you. So collaboration, 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 which is a really scary topic when you're asking companies to come together, sit, and talk about what they're doing, how they're doing it, who they're doing it with, how they're talking to their suppliers. We have multiple companies speaking to the same suppliers. So you were speaking, about going down to the supplier level. When you're changing a product, it means that you're asking your suppliers to change their packaging, so they need to change their machines on how they're packaging. That works